Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Clément. Je vais te laisser d'abord te présenter pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas. Donc bah, moi, merci déjà pour l'invitation, ça fait plaisir, hein. Je te suis depuis longtemps et j'aime bien ce que tu fais. Donc moi c'est Clément Noblet, Clem le Diète sur les réseaux sociaux. J'ai un parcours qui est surtout autour de la nutrition et du sport, mais j'ai fait quelques choses avant comme de la boulangerie, de la pâtisserie, hein. J'ai fait un brevet professionnel en boulangerie, un CAP pâtissier. J'ai aussi un peu travaillé dans l'agroalimentaire, en fromagerie, et vers la fin, là, bah, j'ai une licence aussi en qualité sécurité des aliments, des compléments alimentaires, des produits pharmaceutiques. Et donc la partie surtout que je mets en avant, c'est la nutrition sur les réseaux sociaux, parce que je suis aussi diététicien et j'ai aussi un BPGEPS en musculation fitness. Coach aussi, je peux l'être, mais c'est pas vraiment ce que je développe le plus. Donc moi, c'est vraiment le côté diététique. Actuellement aussi, j'ai quelques heures d'enseignement en BTS diététique, donc j'ai un côté pédago, formation aussi que j'aime bien et que j'essaye de développer aussi à titre personnel dans mon activité de diététicien avec des formations disponibles en ligne. Ok. Donc voilà, c'est les grosses lignes de ce que je fais et j'ai une approche qui est centrée beaucoup sur la science et l'expérience de terrain. Donc j'essaye de voir ce qui se dit au niveau de la science et j'essaye de l'appliquer sur le terrain et voir comment ça réagit. Et après, j'ajuste. Et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas encore trop vues dans la science et donc c'est plus l'expérience de terrain qui parle, quoi. Donc voilà, c'est un Comment peu mon approche comme ça. comment t'en es venu de la boulangerie, pâtisserie à la diététique? Parce que là, Là, quand on j'ai prend grand tout ce écart. cursus, on a l'impression que tu as 60 ans, ce qui n'est pas le cas, on le voit bien. Comment Ouais. comment t'en es venu à la diététique finalement? Donc ouais, j'ai 33, je vais avoir 34 cette année, donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des études au final. On va dire que dans le milieu scolaire, au collège, j'étais un peu harcelé, enfin harcelé. Non, on va pas dire jusque-là, mais j'étais moqué ou autre et j'aimais pas trop le système scolaire parce que tu vois, j'étais un peu gros, boutonneux et tout, donc c'est pas. Ça me plaisait pas trop. Même si j'étais très fort à l'école, je n'aimais pas ce que je vivais et c'était difficile. Donc je me suis orienté vers l'apprentissage puisque j'avais eu l'occasion de faire un stage en boulangerie dans la famille du côté de mon père. C'était un boulanger qui tenait une boulangerie à Rennes, à la rue Saint-Michel, et qui livrait le Stade Rennais, tu vois. Ok. Il y avait tout le temps des joueurs de foot à passer et tout. Et j'aimais bien le foot à l'époque, donc je me suis dit, ouais, c'est pas mal et tout, c'est très sympa. Il y a plein de possibilités, en fait, en tant que boulanger et autres. Si tu t'en sors bien, que tu ouvres au bon endroit, ça peut être plutôt pas mal. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'artisans boulangers qui gagnent très bien leur vie, même si c'est un métier très, très Ouais, c'est difficile. difficile, hein. Un respect, ouais, ouais. Et donc j'ai fait ça, donc j'ai fait un BEP boulanger et ensuite j'ai fait un brevet professionnel en boulangerie, ça fait 4 ans. J'ai enchaîné par un CAP pâtissier. À cette période-là, j'avais une hygiène de vie assez délétère, hein. On commence très tôt, donc normalement il faut se coucher relativement tôt, hein, si on veut avoir 6 heures de sommeil, sauf que ce n'est pas ce que je faisais. Moi j'étais à jouer essentiellement à Dofus à cette Ok. époque-là. J'étais un gros geek. J'étais très performant sur ce jeu. Donc les heures passées au moins ont été récompensées sur ce jeu, mais bon, ça ne vaut pas grand-chose. Euh, Pas de quoi et gagner ta vie, tu gagnais pas d'argent, quoi, à jouer. Bah en fait, j'aurais revendu mes comptes, je pense que j'aurais eu quelques milliers d'euros, hein. Ok. Ouais, parce que j'ai vraiment, à une époque, j'ai été très très bon. Si tu veux, sur le jeu, il y a un tournoi interserveur qui reprend l'élite des personnes. J'ai participé à un tournoi interserveur qu'on nommait le Gultaminator à cette époque. Voilà, mais donc ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir des comptes et les comptes Dofus, ça se revendait cher, hein. Je pense que j'avais une dizaine de comptes, 200 très bien équipés. C'est des trucs qui valent aller, je pense, avec tout ce que j'avais. Par contre, j'aurais pu vendre ça ouais, entre 400 500 euros facile. Donc, tu Ok, vois, genre, il y aurait moyen de faire quelques milliers d'euros. ok. Ok. Donc, voilà, mais bon, je n'ai pas fait ça. J'ai laissé plutôt traîner. Donc, j'ai même pas profité de ça. Ouais, t'as même pas capitalisé. Non, Comment, dommage. combien t'en viens à la diététique, du coup, en passant Eh de... bah, si tu veux, en fait, ensuite, j'ai fait ça en Bretagne. J'ai déménagé en Alsace.
Une fois arrivé en Alsace, j'ai travaillé pendant 2 ans à peu près en tant que boulanger, mais j'ai développé une allergie à la farine. Ah mince. Mais à cette époque-là, si tu veux, vu que j'avais une hygiène de vie assez délétère, bah forcément, pendant mon apprentissage, j'avais pris beaucoup de poids, j'étais devenu obèse, et, euh, et c'était compliqué, tu vois, à vivre. Si tu veux, une fois que je suis arrivé en Alsace, je me suis dit, bon, là, quand je vais revenir chez moi en Bretagne, je ne reviendrai que si j'ai changé physiquement et que personne ne puisse me reconnaître. Ok, Donc, quand je suis arrivé, j'ai commencé la musculation et je m'intéressais à la nutrition. Donc, ça, c'était en 2012. J'ai commencé à m'entraîner au Métamorphose qui se situe à Molsheim pour ceux qui peuvent connaître et qui sont du coin. Et donc, j'ai perdu une trentaine de kilos. ok, Euh, Ça m'a vraiment passionné. À l'époque, c'était super physique, hein. J'étais adepte de super physique à regarder ça, les vidéos de Julien Ménesson. C'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier et j'ai toujours continué cette passion. Et ok, donc, au bout de 2 ans, bah, je suis devenu allergique à la farine et ce qui s'ensuit, c'est que j'ai redéménagé en Bretagne et avec mes kilos en moins et j'avais l'intention, au final, de faire un BPGEPS en musculation fitness et passer un BTS diététique parce que pour moi, c'était important d'avoir des diplômes et une certaine légitimité. ok, Donc, une fois arrivé en Bretagne, bah, il fallait un peu du temps d'organiser, de planifier toute cette façon de faire, parce qu'au final, quand tu travailles pas, bah, t'as pas forcément de revenus. Donc, il faut gérer autrement. Donc, j'ai planifié ça, et pendant 2 ans, au final, avant, j'ai fait de l'agroalimentaire, où j'ai travaillé en Entremont, une entreprise de fromagerie. J'ai été sensibilisé à la qualité et au process technologique des aliments, et ça m'avait beaucoup plu. Mais j'avais toujours l'intention de faire un BTS diète et un BPGEPS en muscu fitness. Et donc, au bout des 2 ans, j'avais fini ma planification de comment j'allais m'organiser et tout. Donc, j'ai commencé le BTS, non, le BPGEPS musculation fitness. Et au bout de 2-3 mois, en fait, je me suis blessé plutôt gravement. Et en fait, au même moment, en fait, j'avais la naissance de mon fils, donc c'était en 2016. Et je me suis blessé gravement parce que j'avais une malformation au niveau de la hanche droite, et ce qui m'a valu un conflit fémoro-acétabulaire de type pince et came. En gros, un truc assez vraiment pas de chance, c'est rare. Et ça a été compliqué de trouver au final ce que j'avais. Moi, j'ai mis plusieurs mois parce que ça avait commencé au mois de novembre. J'avais perduré par-dessus parce que j'avais l'envie quand même d'avoir mon diplôme, tu vois, donc je m'entraînais, mais bon, la douleur était de plus en plus forte. Et au final, au bout d'un mois, j'ai arrêté. Et quand j'avais fait des examens, on m'a dit que j'avais une déchirure du labrum et que j'avais déjà tapé sur le cartilage du col du fémur. ok, Donc c'est pour ça que j'avais des douleurs qui étaient très très difficiles à vivre. Il s'est avéré que j'ai dû m'arrêter, ne plus pratiquer quasiment d'activité sportive, de muscu, en tout cas sur le bas du corps. Et de manière très légère sur le haut du corps, je pouvais encore continuer. Pendant des mois, si tu veux, j'ai su ce que c'était vers le mois de juin et c'est moi qui ai dû trouver tout seul, hein, parce que j'avais fait plusieurs chirurgiens mais ils ne savaient pas ce que j'avais. Parce que c'était pas... En fait, il y avait rien de flagrant vu que c'est un type mix. C'était assez embêtant j'ai cherché par moi-même. J'ai trouvé ça au final en cherchant sur les études, hein. C'est comme ça que aussi je pense que je me suis intéressé un peu aux études scientifiques. Ça a été peut-être le début par ça. Et une fois que j'ai su, j'ai été à Lyon voir le spécialiste de cette pathologie. Et quand je suis arrivé, moi je lui ai dit, ouais, j'ai ça, je suis sûr que c'est ça et tout. Bon, il rigolait et tout. Et il a vu les examens, il a fait, bon, oui, c'est bien ça et tout, mais on va quand même faire les examens pour être sûr. Et il m'a dit que c'était OK. Et au final, au mois de juillet, non, août, j'ai été opéré. Et après, j'ai été encore 3-4 mois à l'arrêt et après je pouvais reprendre une vie plus ou moins normale. En fait, vu que j'étais blessé, que je ne pouvais pas pratiquer l'activité physique, bon, j'ai eu mon BPGEPS musculation, mais j'ai pas eu la partie fitness. d'accord, Et de toute façon, je pouvais pas faire vraiment du coaching ou autre, en tout cas en présentiel, en tant que personne blessée. Donc, j'ai enchaîné directement par le BTS diététique. Donc, j'ai ok, fait 2 ans de BTS diététique et une fois que j'ai fait mes 2 ans, j'ai obtenu mon diplôme et ensuite, je suis revenu en Alsace.
Ok, Et donc après, j'ai tu avais un bac quoi pour accéder au BTS diététique? Tu avais fait un bac. j'ai pas de bac. Ah, t'as pas de bac? Non, j'ai Et pas de bac. comment tu as été accepté en BTS diététique? Parce que souvent, moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, etc. Et ils ont beaucoup de problèmes à se faire admettre au BTS diététique, justement, à cause des antécédents. Donc, Tout à comment, fait. sans avoir le bac, tu as fait? Parce que ça peut être un petit tips pour ceux qui voudraient éventuellement. En entretien, j'ai eu la chance d'être avec une diététicienne et je l'ai convaincue, mais je pense que j'ai tout donné pour la convaincre. Vraiment assez. Je crois qu'elle sait, parce qu'elle m'a dit en tout cas, parce que c'était battu auprès des profs aussi qui faisaient des entretiens, mais qui étaient en physio, en biochimie, qui ont des doctorats ou autres et qui, pour eux, j'avais aucune chance de réussir, tu vois. Ok. Parce que tu l'as fait en privé ou en public? En public. En privé, en privé. Ah, tu l'as fait en privé, C'est ouais. en privé dans un lycée agricole à Rennes. Ok. Et ouais, c'était en présentiel. Ok. Ok. Et donc, je pense que enfin, moi, je trouvais que c'était important en présentiel de le faire. Tu vois, j'aurais pu le faire à distance avec le CNED, mais je trouve que c'est plus dur. Et ça demande plus d'implication. Et si tu as des questions ou interrogations, c'est aussi un peu plus dur. C'est Et, moins du tac au tac, quoi. et toi, donc tu as fait ton BTS diététique il y a à peu près une dizaine d'années, c'est ça? J'ai fini en Ok. 2019. Donc, 2019, donc ça fait 7 ans maintenant. ouais, Le ouais, temps passe. putain, Euh, c'est vieux. Et toi qui donnes des cours maintenant et qui a fait ton BTS diététique il y a 7 ans, est-ce qu'il y a une évolution du programme et du cursus? Parce que pourquoi je pose cette question? La nutrition, à mon humble avis, c'est une science qui est jeune et on en découvre tous les jours. En 7 ans, il s'est passé énormément de choses et le discours a énormément changé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pensait peut-être bonnes par des on-dit qui aujourd'hui ne le sont, on apprend qu'elles ne le sont pas parce qu'on les étudie ou inversement, des choses dont on parlait pas, dont on parle maintenant. Enfin voilà, il y a beaucoup d'évolutions sur ces dernières années sur la nutrition et ça continuera certainement. Est-ce que tu trouves que le programme, il a évolué avec? Est-ce que quelle est ta vision vis-à-vis de ça? J'ai pas tout le programme, donc je pourrais pas te dire, mais il y a eu une sacrée évolution. En tout cas, là, ça a commencé cette année parce que ça a été plutôt bien réformé. Et donc, il y a des modifications sur les stages, je pense sur certains cours. Mais moi, j'enseigne, si tu veux, sur la partie qui est droit alimentaire, sécurité des aliments. Donc, Ok. j'ai pas le côté nutrition qui va dedans et je pourrais pas te dire vraiment les modifications qu'il y a eu par rapport au BTS que j'ai passé. Il y en a certainement, mais je pense pas que ce soit vraiment très très changeant, tu vois. Les grandes lignes doivent toujours être là. Il y a peut-être des petits trucs qui ont changé, mais je suis pas sûr. Je suis pas le mieux placé, tu vois, pour te dire ça. Mais j'ai l'impression de ce que disent les élèves que ça a pas vraiment trop changé, hein. C'est à peu près la même chose. Et donc toujours avec des trucs qui, à mon sens, me paraissent pas forcément hyper utiles d'apprendre, tu vois, comme dans la science des aliments où il faut connaître par cœur les valeurs nutritionnelles des aliments. C'est bien, c'est intéressant, mais ça prend beaucoup de bandes passantes pour des élèves à mémoriser ça, alors qu'une fois qu'ils vont être sortis et qu'ils auront leur diplôme, bien, normalement, ils vont plus, plus utiliser ça de tête, ils vont Ah oui, utiliser des tables ou autre, enfin des logiciels qui ont déjà tout ça d'enregistré. Donc, plus personne ne fait ça, quoi. non, non, non. Plus Euh, personne ne fait ça. C'est un peu comme... enfin, enseigner la logique, je le comprends, mais c'est vrai que apprendre par cœur ce genre de choses, c'est comme on en parlait en off, en BPGEPS, lorsque tu apprends les insertions de chaque muscle, hein, pour que les gens comprennent bien. Quand vous passez un BPGEPS, vous apprenez vraiment chaque muscle, où il s'insère, donc où il commence, où il termine, etc. dans le détail, et il faut le répéter à l'examen. Donc c'est du par cœur. Et en fait, c'est bien, mais vous remarquez que beaucoup de coachs donc, ont réussi ça, à prendre par cœur. Mais au final, quand vous les voyez s'entraîner derrière ou entraîner derrière 1 ou 2 ans plus tard, on remarque qu'ils n'ont pas compris la fonction de certains muscles. Donc, je trouve ça grave d'avoir appris par cœur les insertions d'un muscle, c'est très bien, mais pas utile plus tard. Mais par contre, tu fais derrière des mouvements qui n'ont aucun sens parce que tu n'as pas appris à maîtriser les fonctions d'un muscle
ou même les phénomènes de gravité, tu vois, on le voit avec les mouvements avec Alter parfois, où ça n'a aucun sens avec la gravité, etc. On n'étudie pas assez ce genre de choses, ou du moins, ça dépend vraiment des BPGEPS aussi, parce que les programmes sont différents d'une école à l'autre, malheureusement. Donc, est-ce qu'en diététique, finalement, c'est pas pareil, vu ce que tu dis, et qu'il n'y a pas un problème? Et d'ailleurs, j'ai même l'impression qu'à l'école, c'est pareil, hein, le programme scolaire, quand nous, on était au collège, etc., et les collégiens maintenant, on apprend beaucoup de choses théoriques qui sortent même de la culture générale, qui vont pas nécessairement nous enrichir et nous servir dans notre vie d'adulte. Et il y a d'autres choses essentielles qu'on n'apprend pas, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Après, est-ce que c'est totalement inutile? J'ai envie de dire non, parce que ça peut quand même l'avoir, tu vois, dans des débats ou autres. C'est bien de connaître des choses et de les avoir mémorisées. Quand tu échanges et quand tu débats avec des personnes, tu vois, en live ou autre. C'est intéressant d'avoir ces notions-là et de les connaître, tu vois, parce que si tu te réfères que sur des à côté de l'IA ou autre, c'est aussi compliqué en fait. Ça va devenir un peu limitant, je pense que tu t'es bien en asynchrone, mais tu peux pas quand tu es en discussion avec des gens ou autre, il te manquera quelque chose, tu vois. Donc c'est là-dessus, ça peut être intéressant, mais globalement, si tu fais le travail de manière asynchrone par rapport à ce que tu dois livrer aux gens, il n'y a pas forcément besoin. Donc c'est toute cette difficulté, où placer ça, l'utilité réelle dedans, c'est difficile à dire. Mais maintenant, j'ai l'impression aussi qu'il y a une partie des gens qui veulent du concret, de la discussion, des lives, tu vois, reconnecter avec des gens. Donc peut-être que ça peut être intéressant quand même d'avoir ces valeurs-là, tu vois. Après, pour la muscu, bon, pour les insertions, là, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins d'intérêt que de connaître les aliments, parce que, mais encore, ça peut être discuté, quoi. Mais ouais, je pense qu'il y a ce besoin de reconnexion, les gens, donc ça peut être intéressant dans ce sens-là, mais autrement, je vois pas où on pourrait trouver la réelle plus-value dedans. Mais surtout si du coup ça t'empêche de passer plus de temps sur des choses concrètes, parce que Ouais, c'est ça. Si t'as pas une très bonne capacité de mémorisation et que ça te demande beaucoup, beaucoup d'efforts, quand tu passes l'examen, quand tu es en diète, c'est compliqué. Tu vois, moi j'ai jusque-là en tout cas, j'avais une très bonne mémoire, une capacité de mémorisation qui est assez importante et une logique, enfin une capacité à faire des liens très facilement, ce qui est important, je trouve en BTS diète et ce que je dis aux élèves et je le vois, hein, des fois c'est un peu limitant. Tu vois, c'est tout ce qui est biochimie, physiologie, nutrition. En fait, il faut être capable de faire les liens naturellement. En tout cas, il faudrait être capable de le faire pour trouver un intérêt, en fait, que tout puisse s'imbriquer tellement facilement que l'apprentissage devient logique. Parce que si tu compartimentes tout et que tu n'arrives pas à faire les liens, je trouve que c'est compliqué euh, d'apprendre et de mémoriser. Parce que si je me souviens bien, les stages de BTS diététique, c'est restauration collective, c'est hôpitaux, Ouais. et le dernier, c'est restauration publique, type restaurant, non? C'est pas ça? Non, en fait, c'était optionnel avant et maintenant ta restauration collective, les hôpitaux et ta santé publique. Ok. Qu'est-ce Mm. que tu appelles santé publique du coup? Bah, c'est ça le problème, c'est que c'est la première année, c'est difficile à définir Parce que réellement santé hôpitaux, c'est publique. santé publique, non? Ouais, mais tu vois, c'est plus dans un contexte pédagogique, donc ça peut être auprès d'écoles Une ou des choses école? comme Ok. ça, tu vois, mais c'est ça le problème, c'est que c'est assez flou, donc pour l'instant, Parce que c'est la première année, il n'y a pas trop de recul dessus sur les réelles attentes par rapport à ça, tu vois. Parce que tu vois, bon, on en a parlé un petit peu en off, donc je te prends pas par surprise, mais je pense, à mon humble avis, que les diététiciens, pendant de nombreuses années, ont perdu beaucoup de terrain et ont mauvaise presse comparativement aux coachs, de manière générale. Que les gens comprennent bien, je n'oppose pas diététicien-coach en disant qui est le meilleur, parce que ça n'a aucun sens, il faudrait prendre chacun individuellement. Il y a des très bons diététiciens, très mauvais, très bons coachs, très mauvais. Mais je parle dans l'opinion publique, on va dire, voilà. Dans l'opinion publique, bon, pendant des années, le diététicien était celui qu'on allait voir pour perdre du poids. Bon, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Donc ça, c'est la génération de nos grands-parents et parents. Et puis ensuite vient notre génération où il se passe un tournant via les réseaux sociaux, où vraiment les coachs, pendant longtemps, ont pris, pour moi, hein,
l'ascendant sur les diététiciens, au point où toute une génération de diététiciens ont été frustrés par ce phénomène et ont lutté corps et âme pour dire que les coachs n'étaient pas habilités à faire des diètes, etc. Ce qui est vrai juridiquement, mais dans les compétences, ça peut se discuter. Et maintenant, je trouve que c'est en train de se rééquilibrer, pas de s'inverser, mais de se rééquilibrer. Et il y a toute une génération de diététiciens dont tu fais partie en tête de proue, mais il y en a d'autres qui se sont mis sur les réseaux à comprendre que bah, les coachs, ils avaient juste fait de la communication. Ils s'étaient mis peut-être au goût du jour. Et donc, aujourd'hui, bah, beaucoup de diététiciens ont la parole. Alors, il y en a des bons et il y en a des moins bons, hein, mais comme les coachs, voilà, il y en a qui vont te faire bonne pub, d'autres qui vont te faire honte. Comme moi, il y en a des coachs qui vont me faire bonne pub et d'autres qui vont me faire honte. De toute façon, aucun domaine pour moi n'est épargné à ça. Voilà. Quelle est ta vision? Est-ce que tu partages point de vue? Est-ce que tu le vois différemment? Voilà, comment tu vois pas ce combat, mais ce coach versus diététicien? Ouais, je suis totalement d'accord. Les coachs ont pris l'ascendant. Ils jouent aussi sur d'autres codes de communication et qui parlent aux personnes, hein. Tu vois, beaucoup sur le physique, alors que les diètes sont pas forcément à mettre le physique en avant ou autre. Et c'est aussi une distinction qu'il y a, hein. Les gens, ils veulent du concret et l'enveloppe, en tout cas, ce qui est rejeté enfin, qui est livré, qui est délivré, en tout cas en visuel, par les coachs, aussi a un avantage notable sur les diètes. Ils sont aussi beaucoup plus nombreux. Il y a vraiment une quantité de coachs très importante par rapport aux Plus diètes. accessible, moins contrôlé. C'est plus Ouais. accessible et moins contrôlé comme métier. Donc il y a aussi cette notion-là de quantité qui est beaucoup plus importante. Et je pense que aussi par rapport à la masse, tu vois, en fait, il y en a peut-être qui sont moins touchés, en tout cas dans les coachs, par cette notion de syndrome de l'imposteur ou autre, en tout cas, ou la légitimité qu'on pourrait avoir, alors que les diètes, je les trouve beaucoup touchés par ce côté être légitime et prendre la même pour prendre la parole. Je pense que c'est compliqué, tu vois. Moi, j'ai été touché aussi par ça, alors que j'ai énormément de connaissances au départ. Maintenant, j'ai plus ça, tu vois, mais Et je pense qu'est-ce qu'il y a qui beaucoup de fait? diètes qui sont touchés par ce phénomène-là aussi, donc et qui ont du mal à se lancer et à vouloir communiquer dessus. Et pourquoi, selon toi, ça touche plus les diététiciens? Parce que vous êtes associé au corps médical, peut-être, non? Ouais, peut-être. Je pense que ça peut jouer. Je pourrais pas te dire. C'est peut-être dans Ou la parce que nature des les gens coachs, aussi. ou parce que les coachs sont virulents aussi, peut-être. Tu vois, Ouais, peut-être. je pense que aussi, il y a, pour vous, enfin, je dis vous, le milieu des diététiciens, c'est quelque chose de nouveau, alors que pour nous, les coachs, c'est tellement ancré qu'on n'est plus dans la découverte des réseaux sociaux, c'est beau, c'est rose. Maintenant, on est dans une période presque sombre où c'est de l'affrontement perpétuel, quoi. Ouais, j'ai commencé aussi un peu comme ça, hein, sur le réseau, donc Ouais, même à mais clasher d'autres avec des personnes. Moi, coachs, avec je des clashais coachs, tout le tu as monde. fait, non? Non, je clashais tout le monde, moi. Tout le monde? Ouais, même les diètes. Donc, au début, pendant quelques années, j'étais un peu détesté par les diètes, hein. Donc, j'avais pas ils trouvaient ça assez insupportable. Et je pense que même je D'ailleurs, m'attaquais beaucoup moins aux coachs qu'aux diètes. d'ailleurs, le Et premier échange qu'on a eu, c'est comme ça, tu t'en rappelles ou pas? ouais, sur. Ouais, j'avais tort, hein. Je dis aux gens, j'avais tort. Moi, je reconnais toujours mes torts, les gens savent, j'ai loin d'avoir la science infuse. Et premier échange qu'on a eu, tu m'avais retoqué. J'avais vu ton compte déjà via Vassilis, à qui je passe le bonjour d'ailleurs. Et Ouais, moi aussi. j'avais vu ton compte via Vassilis et tout ça, j'avais regardé un peu sans trop m'intéresser. Et puis, je me souviens, tu m'as retoqué, pardon, c'était sur l'eau minérale, les minéraux. Ouais. Je m'en souviens. Les minéraux dans les eaux en bouteille. Voilà. Enfin, l'eau de manière générale. Voilà. Donc, effectivement, je me souviens que tu faisais ton contenu comme ça. Mais après, comme beaucoup, comme moi, j'en ai fait, etc., je pense que peut-être t'étais détesté par certains. Mais en soi, à partir du moment où tu sources et où c'est bien fait, je pense pas qu'il y ait de raison de détester. Enfin, moi, pourtant, regarde, j'avais tort. J'aurais pu avoir honte et m'énerver. Je pense pas que c'était le cas. La preuve, on est devenu en échange depuis. On Oui, s'est non, mais c'est toujours clair. parlé, on Mais a toujours été en bon terme, tu vois. si tu veux, c'est la profession de diète, tu vois, vu qu'il n'y avait pas forcément énormément de diètes et qu'en plus, les diètes commencent à se taper entre eux, c'est ce que me sortaient tous. Ah Donc, oui. ça va pas le faire, tu vois. Donc, si. Oui, Mais, oui, prenez
le soutien corporate. Ouais, c'est ça, Ah, c'était ouais. à fond ça. Mais moi, j'ai dit, mais en fait, si tu racontes de la merde, bah, il faut quand même Oui, dénoncer. oui, oui, je suis Tu vas d'accord. quoi? Tu vas nuire aussi à notre image de diète. Donc, moi, je le voyais comme Oui, ça, tu oui, vois. Donc, tu peux pas être corporate avec des gens qui ne donnent pas une bonne image, ça n'a aucun sens. bah, pour moi, non. Oui, Donc, oui. Bah, nuire à ta profession. Bah oui, 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 oui. donc moi, je tapais sur les diètes, sur les naturaux, sur les coachs. Je Non, tapais un mais peu sur tout le monde. tu as raison, surtout que c'est comme ça que les coachs aussi ont pris l'ascendant sur les diététiciens. C'est-à-dire que moi, je ne m'en cache pas, pendant des années, j'ai beaucoup critiqué le milieu de la diététique, pas un diététicien en particulier. Alors, avant justement que je trouve qu'il y ait ce virage sur les connaissances et les compétences, parce que ceux qui étaient mis en avant et ceux qui avaient la parole, déjà, il y en avait très peu. C'était quand même quelque chose d'assez complexe, quoi. Enfin, je veux dire, la tête de proue, c'était Cohen, on voyait que lui, donc c'était déjà un petit peu clivant comme personnage, on va dire. Et il faut noter que je trouve qu'il s'est amélioré et que en tant que médecin nutritionniste, je pense qu'il devient l'un des meilleurs, tu vois, sur les réseaux sociaux. C'est Ça pour va dire. mieux. Mais Ça va ouais, il mieux. s'est amélioré par rapport à ce qu'il avait comme discours, hein. Il a touché assez d'argent des différents lobbies. Et je crois qu'il passe plus à la télé aussi. Peut-être parce que on l'accepte plus trop à la télévision. C'est peut-être pour ça. Ouais, moi souvent aussi, il passe encore hein, de temps en temps, mais moi Il souvent passe c'est ça. encore, ouais. Ouais, ouais. Mais voilà, il y a eu, en fait, il y a eu toute cette génération d'anciens, je pense, qui se mettaient pas forcément à jour. Et peut-être que Cohen, comme tu dis, s'est amélioré aussi parce qu'à force, il a vu qu'il était peut-être obligé de se mettre à jour sur ses connaissances et son discours. Parce qu'à à un moment donné, il a quand même fait le buzz parce qu'il a eu des milliers de vidéos de critiques, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, c'était le jeu de faire des réactions sur ces vidéos, tellement parfois ça en devenait burlesque, quoi. Ouais, c'est clair. Deux, trois vidéos, bref, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a toute cette mouvance. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence, parce que les gens ont souvent du mal, entre un diététicien et un nutritionniste? Un nutritionniste, en fait, c'est pas légiféré dessus, hein, c'est une appellation que tout le monde pourrait utiliser. Donc, tu peux être coach nutritionniste, en fait, il n'y a pas de problème, hein, tout le monde peut ajouter ça à son truc. Il y a rien qui est déposé dessus, alors que diététicien, c'est cadré par la loi et c'est sanctionné par un diplôme. Donc, c'est ça la différence. Le diététicien pourrait se dire diététicien nutritionniste, tu vois, tu peux te dire coach nutritionniste, médecin nutritionniste, nutritionniste, tout le monde peut l'utiliser. Alors que diététicien, bah, il faut un diplôme pour l'ajouter. Si tu l'ajoutes pas, bon, bah, tu risques d'être pénalisé si on vient te toquer dessus. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment fait, mais tu vois, Ça doit voilà. être sur dénonciation, comme souvent en France. Je pense Délation. que c'est sur Ouais, dénonciation. c'est souvent sur délation. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que médecin nutritionniste, parlons-en. En fait, il faut savoir que un médecin nutritionniste, donc souvent c'est un médecin généraliste, avec, il me semble, un an de spécialisation en nutrition, hein. Je ne sais pas si tu sais et si tu confirmes. Je pourrais Moi, pas le confirmer, voilà, moi, peut-être, hein, mais je suis pas sûr. de mes sources, c'est ça. Et ce que je sais de manière sûre, parce que j'ai des proches dans le milieu médical, corps médical, qui ont des doctorats en médecine. Et en fait, il faut savoir qu'un médecin généraliste n'étudie la nutrition que de manière très superficielle par rapport à un diététicien. C'est ce que les gens doivent comprendre parce que parfois, les gens vont chez le médecin généraliste et sont assez surpris d'avoir des conseils nutritionnels peut-être un peu superficiels ou parfois même peut-être un peu erronés, tu vois, notamment sur des sujets dont on va parler comme le cholestérol, ce genre de choses, mais parce que le généraliste, en fait, s'il ne l'étudie pas de son côté, en médecine, n'étudie que très peu la question et sans doute peut-être en plus que le programme à ce niveau-là est un peu, enfin, n'est pas mis à jour parce que c'est peut-être pas une priorité. Et j'ai du mal à le comprendre, tu vois. Sachant l'importance de la nutrition sur la santé, c'est assez surprenant qu'un médecin généraliste n'ait pas le niveau d'un diététicien. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est pas forcément, je pense, la priorité, même tu vois, si c'est important, la nutrition en termes préventifs, les gens, quand ils vont chez le médecin, c'est pour du curatif et de l'immédiat, tu vois. Il y en a peu qui vont se dire, bon, bah tiens, je vais prendre un rendez-vous chez le médecin en prévention et je vais aller faire des Non, mais tests ou d'analyse. alors on va prendre on va prendre Ah, mais un. après, ouais, tu parles Oui, par mais, rapport au cursus dans non, ces mais même de cas-là. manière générale, est-ce que tu vas chez le médecin?
pour du curatif et du rapide, est-ce que plus ton médecin a de connaissances en nutrition, plus il peut t'éviter peut-être des traitements lourds qui sont pas forcément utiles, il peut résoudre des problématiques futures qui vont arriver, les anticiper, te donner des conseils. Tu vois, il y a de plus en plus de gens, je sais pas toi avec tes enfants, mais il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus de pédiatre parce que c'est très dur de trouver des pédiatres et qui vont chez le médecin généraliste pour leurs enfants. Moi, c'est le cas, mais mes enfants n'ont pas de Moi aussi. pédiatre. Voilà, c'est un généraliste parce que tu peux Mm. plus avoir de pédiatre. Mm. La France, c'est 78%, je crois, de désert médical ou 74%. Il faut dire ce qu'il y a, on ne trouve plus de spécialistes aujourd'hui, malheureusement. Ça, c'est un autre débat, mais donc nos enfants sont suivis par des généralistes. Et moi, je vois, j'ai des proches là qui ont un enfant de 4 ans. Le médecin généraliste lui a dit, bah, votre enfant, il est sur la courbe de poids, il est trop haut, faudra faire attention. Ils lui ont donné des conseils. L'enfant à 4 ans, faut qu'il fasse un régime, quoi. Alors que, honnêtement, ça n'a aucun sens, tu vois. Et je me dis, du coup, je prends ce petit exemple parce que c'est frappant, mais ça peut en être plein, on peut en donner plein d'autres. Je trouve que ce serait très utile pour notre société de manière générale, la santé, l'état de notre société de manière générale, que les médecins soient plus formés parce que entre toi, moi et un médecin, les gens donneront toujours plus de crédit aux médecins. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais après, il faudra rajouter quelques années de cursus au diplôme, alors dans ces cas-là, hein, parce que tu peux Ouais, pas te contenter de oui, oui, quelques oui. heures, et c'est compliqué. Et après, il y a une partie qui s'intéresse beaucoup de médecins à la nutrition et qui appelle ça souvent la médecine fonctionnelle, et eux sont dans une dérive, mais totale. Et après, ils vont te recommander une tonne de compléments alimentaires, des analyses de sang à rallonge. J'ai vu ça, hein, des gens qui vont payer 600, 800 euros d'analyse de sang pour pas grand-chose, parce qu'il y a des trucs qui ne servent strictement à rien de les analyser, hein. Je sais même pas pourquoi ils le font, tu vois. Après, ils vont me dire, ouais, mais je n'étais pas médecin, mais putain, enfin, il y a des trucs, c'est complètement con de les mettre, tu vois. Et après, ils vont mettre 300 ou 400 euros de compléments par mois de manière préventive. Mais enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est pas dans ce but-là, la prévention. Tu vas pas faire dépenser des milliers d'euros à une personne, Ouais, alors ça que la fait plupart des cher. personnes ont des difficultés financières, ou en tout cas ne peuvent pas se permettre ça. Oui, puis Euh, si tu mets 400 euros de complément alimentaire et que tu peux pas faire tes courses convenablement, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Il y en a quelques-uns en France, hein. Je les connais, je discute avec des gens, tu vois. Enfin, je les connais. On les connaît, tu vois, de nom, qui c'est, hein, ces gens-là, tu vois. Et le plus gros cliché, je pense, tu vois, c'était, et qui est passé à la télé, hein, c'est le docteur Résimon, là. Ouais. On voit toute la vidéo, là, où il y avait, je sais pas combien de compléments sur la table qui étaient en train de bouffer. En fait, il y avait quasiment plus de compléments que de nourriture, tu vois. Donc, Et lui, il est on a... vu vraiment comme une sommité, hein. Tu sais Mais que ouais. pour la petite histoire, j'ai échangé avec lui il y a plusieurs années J'avais un couple de clients à moi que j'ai plus à l'époque qui le voyaient comment dire, comme un... J'allais dire un dieu, mais tu vois. Ouais, non, mais si, mais c'est Et ça, donc, hein. il avait peu de visibilité à l'époque et il m'avait écrit et on devait faire un débat, une vidéo en live qu'on n'a jamais fait du coup parce que je n'aimais pas trop le personnage, pardon. Mais voilà, j'ai pas accroché. C'est humainement, tu vois, j'ai pas fait de débat. Mais voilà, donc ouais, je vois de quoi tu veux parler. Je vois parfaitement. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est dommage. Je trouve ça dommage que la politique de santé, en fait, tu l'as dit, en France, c'est vraiment guérir plutôt que prévenir. Et ça, c'est symptomatique. Est-ce que en médecine, justement, tu ne peux pas peut-être diminuer dans le cursus certaines choses pour le généraliste au profit de la nutrition parce que ça serait profitable sur la santé? Je pense que ça se discute. Il faudrait en parler avec des médecins, avec des gens dans le médical, avec des gens qui ont fait le cursus. Mais je sais pas, enfin, on dit que la nutrition, c'est la première des médecines. Euh, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Est-ce que la nutrition, Ah, c'est ouais, c'est le compliqué premier ce des sujet. médicaments, l'alimentation? Ça a été testé, hein, ce genre de concept-là, hein, tu vois. Alimentation vs médicaments. Est-ce que l'alimentation peut servir, ou en tout cas l'adage de première médecine? Bah, on constate que c'est pas forcément le cas, parce que si je pense à une étude qui a été faite là il y a récemment, hein, en tout cas des personnes qui étaient en précarité aux États-Unis et qui étaient diabétiques, on leur a donné 2000 $ de nourriture. Et tu vois, les courses faites par un diététicien,
et VS des personnes qui prennent les médicaments. Enfin, le truc classique, tu vois, les personnes prenaient aussi leur traitement classique, tu vois, en plus de la nutrition. Et donc, 2000 euros d'aliments pendant 6 mois, c'est quand même plutôt sympa quand tu es dans la précarité. C'était pour toute la famille. Et des courses, c'est par diététicien, donc un truc qualitatif, tu vois. Et normalement, tu dois t'attendre à des résultats meilleurs que les gens dans leur alimentation classique. Résultat, il n'y avait pas de différence, tu vois. Les personnes, leur alimentation plus le traitement et les personnes habituelles au contrôle plus le traitement, bah, il n'y avait pas de différence, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il manque certainement des choses dans la manière de cuisiner, vraiment l'adhésion aussi à l'alimentation. Est-ce que ce qu'ils ont reporté ou ce qu'ils ont consommé, c'était bien par rapport à ce qui a été recommandé. Et en fait, il manque peut-être des choses derrière encore, de la pédagogie à enseigner, que ça, il faudrait faire. Et le problème, tu vois, par rapport à la prévention, c'est est-ce que les gens vont s'intéresser à ça s'ils ne constatent pas ils ont des problèmes, ou en tout cas ils risquent d'avoir des problèmes. C'est la difficulté, parce que si tu n'as pas conscience que tu risques d'avoir un problème parce que tu as ça, est-ce que tu vas t'intéresser à un moyen de réduire ce risque? Tu vois, si on va parler du cholestérol après, c'est le meilleur exemple. En fait, c'est très jeune où il faut s'intéresser à ça pour prévenir les risques dans 30, 40, 50 ans, tu vois. Euh, Justement, quand tu constates que j'ai vu là que le pourcentage de la population en obésité, c'était à peu près de 15 à 20% en fonction des régions, hein. Il y a une étude là qui vient de ouais, sortir. ouais, ouais. C'est 15 à 20%. Par exemple, moi j'ai vu dans le Rhône-Alpes, chez nous, c'est 16,88% de la population qui est obèse. Et plus tu vas dans le nord de la France, Ouais, ouais. Moi, c'est 19, 22, Grand Est. voilà, ça va jusqu'à 22%. Ouais, ouais. Ouais, j'ai eu. Ouais. Voilà, 22%. Donc, ce qui, dans un pays comme la France, est très important. L'évolution est importante. On n'est pas le Mexique, on n'est pas les États-Unis. Chez nous, c'est 2 personnes sur 10. C'est beaucoup, hein. Faut quand même le dire. Et puis, ça ne prend pas le chemin de diminuer. Au contraire, je pense que tous les marqueurs montrent que ça ne va qu'augmenter si on ne fait pas quelque chose. Et est-ce que la politique va dans ce sens-là? Bon, politique de santé. Et je me dis, est-ce que si tu as cette éducation auprès des médecins qui sont les premiers, qui pourraient donner les bons conseils, avoir les bonnes connaissances auprès de nos enfants, et puis que bien sûr à l'école aussi, tu fais quelque chose pour ça, même si, alors moi, mes filles, elles sont dans le cursus privé, donc c'est peut-être pas représentatif, je sais pas dans le public, mais maintenant, il y a quand même un peu plus de notions. Elles apprennent des notions pour s'alimenter. Mais ça reste faible. Nous, on n'en a pas eu du tout. On a le même âge, toi et moi. On n'a rien appris à l'école. On n'a pas appris comment. Regarde, t'as été obèse adolescent, mais t'as pas appris comment manger. Non, non. T'as jamais appris comment manger, tu vois. Et rappelle-toi, souviens-toi, moi j'étais dans le public. T'étais dans le public aussi? Ouais, j'étais dans le public aussi. Est-ce que les menus au self au collège t'encourageaient à manger correctement? Mais pas du tout. Tu te Non, non. souviens, c'est catastrophique. Bien, t'es adolescent, on te laisse le choix entre des frites et des légumes. Mais enfin, comment tu peux faire ça, un adolescent? Tu vois, on te laisse Non, mais le c'est clair. choix tous les midis entre des fruits et des desserts, des pâtisseries. T'es adolescent. Mais tous les jours, tu vas choisir la pâtisserie si on t'a pas appris, si t'as pas compris pourquoi, au-delà de l'apparence physique, ben, il faut pas manger des frites et de la pâtisserie tous les jours, tu vois. Et je trouve qu'en fait, moi, c'est assez dramatique parce que le physique, c'est une chose. Bon, voilà, comme toi, voilà, tu as été obèse, on voit que ça t'a impacté, tu t'es senti mal dans ta peau, c'est une chose. Mais après, tu as parlé des maladies, c'est encore beaucoup plus grave. C'est dommage de pas prêter attention à ça et que ça change pas. Ça me fait ça m'inquiète en fait dans une société comme la nôtre qu'on n'ait pas conscience de ça quand on voit les chiffres, tu vois. Ouais, mais tu regardes aussi les inégalités sociales, la pauvreté ou autre. Bah, en fait, plus tu vas dans le nord, plus c'est pauvre, hein. Ouais. Souvent. Donc, en fait, tout ça est lié ensemble. Et si une personne a des difficultés financières, tu vois, déjà du mal à pouvoir maintenir son logement, le chauffage, l'électricité, enfin les trucs tout simples, basiques. La nutrition, même si c'est important, bah, ça va être relégué derrière en fait. C'est pas.
C'est pas vraiment la priorité. La priorité, ça va être toujours de maintenir son logement, avoir un toit sur la tête et pouvoir essayer de survivre, tu vois, au final. Donc, la nutrition, bah, après, quand tu es dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas plutôt t'orienter vers des aliments qui sont en densité calorique élevée et qui se conservent longtemps. Donc, tu as beaucoup d'aliments ultra transformés. Donc, en fait, c'est les politique sociale et économique aussi qu'il faudrait revoir. On peut pas les gens, même si c'est important, qui devraient s'intéresser certainement à ça, c'est pas Ah, forcément je dis pas les gens, hein, prioritaire. Et je te parle de... ouais, non, mais Je même parle pas des médecin, gens, je mais parle de l'éducation, la politique, tu vois, c'est pas les gens, parce que tu peux ouais, pas... mais justement, pour l'instant, c'est les gens qui devraient s'intéresser à ça parce que les Oui, oui, politiques oui. sont pas faits en cette mesure-là. Donc, c'est toutes les politiques justement sociales, économiques, C'est ça que je trouve dramatique. éducation qui devraient être refaites, mais c'est pas, ça va pas dans ce sens-là. Et de toute façon, vu dans le merdier politique où on est actuellement, on est très très loin d'avoir des choses qui vont bouger dans ce sens. Déjà, il faudrait qu'ils arrivent à peu près à s'entendre ou enfin voilà, ça risque d'être hyper compliqué et je pense que les choses vont pas vraiment bouger Ouais, dans ce sens-là. mettront Et 20 ans après à voter une seule non, donc fois. c'est assez dramatique Ouais. alors qu'il faudrait agir dessus et plutôt rapidement. Tu vois, même le truc, le Nutri-Score qui est beaucoup décrié, et ben on retrouve quand même des effets positifs hein, sur la santé des gens, sur le choix des achats. Ah oui, parce que quand Et tu as aucune connaissance, ça te donne au moins des repères. bah, c'est ça, hein. Au Oui, final, d'accord, bien sûr. c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, même quand tu regardes les aliments qui sont ultra transformés, qui sont A ou B par rapport à des D ou E, et ben même la qualité est supérieure, enfin, la qualité nutritionnelle est supérieure, mais même dans la conception de l'aliment, il y a moins d'additifs et tout, donc c'est plus qualitatif. Et s'il y a des additifs, souvent ils sont moins problématiques. Donc, c'est intéressant. Et ben pourtant. C'est une politique, enfin c'est une mesure de santé publique qui est importante et qui ne demande pas grand-chose à part aux industriels d'apposer ça, tu vois. Eh bien, au gouvernement, ils sont même pas trop capables de se mettre d'accord pour généraliser ça à tous les produits. Pourquoi? Parce qu'ils disent oui, il y a certains produits label rouge ou en tout cas IGP ou autres qui ont des labels qui faudrait préserver du Nutri-Score parce que sinon ça va les pénaliser ou autre. C'est des lobbies. Est-ce que c'est pas les lobbies Ben, c'est finalement ça des hommes justement parce que d'habitude qui ont souvent le en fait c'est le pouvoir? lobby du Roquefort ou du machin des trucs comme ça on va dire ouais les petits artisans ça va les pénaliser regarde le Alors que ça Roquefort n'a rien souvent à c'est le voir. Roquefort qui revient hein, tu vois. Ouais, ouais. Le Roquefort parce que c'est classé D ou E hein, je sais plus c'est très Ouais, mais mauvais pour c'est fromage. normal. Mais oui, c'est normal. Et mais on le vend sous L'huile d'olive l'attrait de aussi. l'artisan, sauf que la quasi-totalité des Roquefort qui est vendu, c'est par Lactalis. Donc tu vois, c'est ce côté-là qui est fait et les industriels bah, jouent hein, ce côté-là. Et quand tu regardes honnêtement tous les produits qui sont labellisés, en tout cas qui ont un Nutri-Score et qui sont labellisés, eh bien la plupart des produits sont quand même A ou B. Pourquoi? Parce que c'est des lentilles, des choses comme ça, enfin des produits qui sont relativement bons pour la santé, mais que personne n'évoque. Pourquoi? Bah, certainement parce que le lobby est déjà moins puissant et aussi qu'il n'y a pas forcément d'intérêt de se battre quand ton produit il est bon, tu vois. Oui, oui, Euh, oui. Ah, donc, forcément, ceux qui vont se battre contre, c'est ceux qui auront les Nutri-Score qui ne vont pas servir leur business, leurs intérêts, quoi. ouais, c'est ça. Donc, déjà, le Nutri-Score devrait être généralisé et appliqué à tous les produits. Et ce serait une grande aide, tu vois, parce que les gens qui n'ont pas de connaissances en nutrition, bah, c'est très simple de se repérer et d'améliorer son Peut-être même alimentation. même un enfant, finalement. Bah oui, c'est ça. C'est Parce code que c'est des couleur et une couleurs. lettre. Voilà, c'est parfait. Même un enfant, à partir du moment où tu peux l'enseigner à l'école très rapidement, en 1 ou 2 heures, voilà, sur les aliments, quand vous allez faire vos courses avec papa, maman, vous voyez ça, ça veut dire ça. C'est hyper bien, bien sûr. C'est top. C'est comme apprendre aux enfants. Moi, je vois, c'est des trucs tout bêtes. En maternelle, il faut mettre de la couleur dans ses assiettes. Alors oui, c'est discutable la couleur d'un mais c'est bien pour les enfants de comprendre que bah, la couleur dans l'assiette, c'est quoi? Manger varié. Ah, c'est bien d'apprendre ça à un enfant. Au moins, il C'est clair. comprend que bah, tu peux pas manger des frites tous les jours. Voilà, il faut mettre un peu d'autres choses. Je trouve ça génial, moi, de faire ça. Tu vois, je trouve ça top. Ah, mais moi aussi, hein, je C'est tout suis bête. pour et il faut encourager ça, hein. C'est des petits trucs qui, plus tard, payeront et amélioreront certainement la santé de la population si on leur éduque comme ça, les enfants.
Ouais, parce que c'est dramatique à quel point le niveau de connaissance en nutrition dans la population lambda, c'est en train de changer, hein, mais tu prends il y a 10 ans en arrière, mais c'est dramatique que le niveau est très très bas. C'est, tu vois, pourtant, ça devrait faire. Est-ce que ça devrait pas faire partie de la culture générale? Je me suis toujours posé la question, tu vois, c'est quelque chose d'essentiel, quoi, tu vois. Je sais pas, Les c'est difficile anciens, à dire. C'est des centres d'intérêt, hein, tu vois. Moi, je vois plutôt ça comme des centres d'intérêt. Parce que moi, je réfère souvent à la mécanique, tu ton vois. J'ai une intérêt, voiture. la santé, tu trouves que tu trouves? C'est Non, la mais santé quand c'est même. important, mais les gens, c'est considéré comme un centre d'intérêt, tu vois, la nutrition. Tu vas pas forcément la rallier à la santé, parce que dans l'esprit, c'est toujours l'immédiateté, tu vois. Il faut un résultat immédiat pour comprendre l'intérêt. Un résultat Ouais, qui est dans le ouais, ouais. temps, tu ne le perçois pas comme ça, sinon personne ne fumerait. Si tu étais malade tout de suite en fumant, il n'y a plus personne qui fumerait. C'est pareil avec l'alcool, tu vois. Il n'y a plus personne Ouais. qui serait en train de boire si tu avais direct, un On truc a- en un mois, C'est vrai, t'as une c'est vrai. cirrhose, un cancer, il y aurait plus personne qui serait en train de boire, tu vois. En fait, les résultats vont arriver tellement loin dans le temps que les gens s'en foutent, tu vois. Et la nutrition, c'est un peu pareil, c'est assez important pour la santé, mais tu vas pas avoir des résultats négatifs sur ta santé dans l'immédiateté, sauf si l'aliment est contaminé par des bactéries ou des trucs comme ça de manière importante et qui pourraient nuire à ta santé. Mais en tout cas, de manière générale, c'est trop loin dans le temps pour que les gens perçoivent ça une réelle utilité, tu vois. Donc c'est Oui, plutôt perçu comme un centre d'intérêt. c'est pour ça que, comme tu l'as dit sur le cholestérol, le travail, c'est un travail de plusieurs années pour prévenir les risques et il faudrait être conscient très jeune finalement de ça et de l'importance du cholestérol sur l'impact sur le système cardiovasculaire, etc., pour prévenir les risques. Parce que euh, je pense ne pas me tromper en disant qu'il y a de plus en plus de problèmes cardiovasculaires dans la population. Alors, j'ai pas dit que c'est que la faute au cholestérol, mais il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet? Parce que je sais que tu luttes ardemment pour ça, et c'est quelque chose qui est encore très mal compris, alors que pourtant, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour, j'allais dire, maîtriser ce sujet. Non, mais avoir un discours sain et raisonné à ce sujet. Tu vois, maîtriser, c'est une chose. Tout le monde ne va pas le maîtriser comme tu le fais, mais au moins comprendre comment prendre soin de sa santé cardiovasculaire. Aujourd'hui, c'est quand même relativement accessible, non, comme connaissance. Oui, ça l'est, mais le souci, c'est tout ce côté controverse alimenté par certaines personnes qui sont plutôt marginales, mais qui ont une portée incroyable. Et Euh, quel est, à ton avis, quel est leur intérêt à aller dans ce sens? Est-ce que, selon toi, quand même, ils sont au fond d'eux, ils ont l'impression d'être bien intentionnés, c'est vraiment qu'ils sont pris dans leur prisme de lecture, ils sont limite extrémistes, et donc ils cherchent pas à... Enfin, ils ne comprendront jamais qu'ils ont tort, par exemple, ils cherchent même pas à se remettre en question sans dire qu'ils ont tort, admettons, ou vraiment ça sert leur business d'être marginal et à contre-courant comme ça. Parce que j'ai ma petite idée, et je pense personnellement, je vais te donner ma réponse comme ça t'aidera à répondre. Je pense qu'il y a des deux. ouais, ouais, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit les deux. Moi, au début, souvent j'appelle ça les mythes de la nutrition, hein, les bien intentionnés, terriblement égarés. Euh, Bien trouvé, bien trouvé. Et, euh, et si tu veux, après, bah, il y a un business hein, dessus, hein, genre typiquement, bah, Docteur Lorgerie, là qui est le francophone type anti-cholestérol et anti-statine, qui a beaucoup fait la promotion de ça, qui a sorti pas mal de livres, qui a un site qui est payant aussi pour bénéficier de ses connaissances. Donc oui, il y a certainement au début une réanalyse de données qui se disent, ah tiens, j'ai peut-être compris un truc que les autres n'ont pas compris, qui mettent ça en avant, et après ils se disent, ah ben en fait j'ai une grande portée, ça touche beaucoup de gens, peut-être que je vais me faire de l'argent dessus, tu vois. Au début ça part peut-être d'une bonne intention, mais après ça va dans une dérive, et les gens là n'en sortent plus, parce qu'ils ont monté un business, une image sur ça, et après ils vont difficilement revenir et se dire, en fait, bon, comment dire? C'est pas exactement ça, donc je vous ai un peu tous niqué, tant sur l'argent que sur la santé. Mais C'est- bon, Le plus on va grave, c'est rester la comme ça, santé. hein? L'argent, ça se récupère, mais la santé, non. Ouais, mais tu vois, c'est les deux, donc ça fait mal, tu vois. Donc t'as l'impression d'être vraiment pris pour un pigeon.
Mais voilà, c'est compliqué après de revenir en arrière, donc c'est toute la difficulté. Moi, quand j'ai commencé un peu la nutrition, j'étais aussi un peu discours anti-cholestérol et tout, mais pourquoi? Parce que j'étais abreuvé de livres comme ça, hein. J'ai suivi, j'ai lu ces livres, j'ai trouvé ça intéressant, mais en fait, j'avais aucune connaissance en nutrition et en lecture d'études scientifiques qui me permettaient de comprendre les problèmes sous-jacents à sa logique et j'étais encore très très loin d'avoir autant de connaissances sur le cholestérol, tu vois. Et souvent, ce qui est intéressant, parce que moi je dis oui, il faut avoir un cholestérol qui est LDL cholestérol, hein. Parce qu'on parle de LDL qui est considéré comme le mauvais cholestérol et HDL. Bon, qu'on dit bon cholestérol, mais c'est pas vraiment ça, hein, tu vois, c'est encore autre Et chose. c'est leur fonction, Ouais, ouais, des c'est ça. fonctions qui sont différentes, un qui retient, un Donc qui souvent, si tu veux, je dis, transporte. faut avoir le LDL cholestérol le plus bas possible. Et après, ça offusque les gens. Et ils me disent, ouais, non, mais en fait, tu dis que le cholestérol, ça sert à rien. Mais j'ai jamais dit ça, tu vois. Le cholestérol, c'est hyper important. Ça sert à faire des hormones pour la vitamine D, la structure des cellules et tout, tu vois. Je le dis, hein, c'est hyper important. Et en fait, quand les gens sont perdus, je leur explique, il y a une question à poser que vous n'aurez jamais la réponse et que vous n'avez jamais entendue. C'est à ces gens qui disent que le cholestérol est hyper important, combien de cholestérol est nécessaire pour assurer ses fonctions? Et à partir de combien c'est trop? Hmm. Personne, si tu écoutes bien tous les discours des personnes qui défendent l'utilité d'avoir un LDL cholestérol élevé, que c'est important pour les hormones et tout, la testostérone, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui jouent là-dessus. Ouais. Oui, Sur oui. les Sur le gens ratio, veulent une oui, oui. testo, veulent être un vrai mâle et tout, un truc hyper viril, bouffer de la viande et tout. Donc voilà, et ces gens-là ne te disent jamais combien est nécessaire de LDL cholestérol pour assurer ses fonctions, et les gens ne posent même pas ces questions, tu vois. Je leur dis de poser ces questions, ils ne les posent pas. Et après, ils reviennent encore vers moi pour me dire que j'ai tort. Mais en fait, vous êtes des cons, c'est tout. Au bout d'un moment, faut dire les choses telles quelles. Soit vous êtes complètement cons, ou en fait, non, vous êtes juste cons. Tu vois, il y a pas d'autre Après, truc, tu vois. tu vois, en fait, Non, il moi, faut poser la question, parce que, je non, veux te mais je dire, pense que t'as dit quelque chose d'intéressant en préambule de la vidéo là, qui rejoint totalement ça. Tu as dit, pour beaucoup, t'as dit la diététique, c'est du par cœur, etc. Et ce qui est difficile, c'est la logique. Tu as dit que toi, par exemple, tu avais une très bonne logique et tu arrivais bien à faire les points entre biochimie, physiologie, etc. Tu vois? Et c'est un peu ce que je dis souvent quand je forme des coachs à ce niveau-là. Je leur dis en fait, la nutrition, c'est une question de logique souvent. Et si tu n'as pas cette logique-là, eh bien, tu peux sortir de très grosses âneries. Et en fait, tu viens d'expliquer quelque chose de fondamental et que tu remarques dans tous les discours comme ça qui sont descendants et qui n'ont aucune, qui ont aucune logique. Voilà, ils n'ont aucune logique en fait dans leur discours. Et si effectivement tu les interroges et tu les confrontes à cette logique, tu verras qu'ils perdent souvent pied parce que ils ne font que répéter des choses qu'ils ont entendues, en fait. C'est tout. totalement. Ils font que répéter des choses qu'ils ont entendues et ils font que se conforter dans leur idéologie. Mais ils ont aucune logique et je pense surtout qu'ils ne maîtrisent pas la physiologie. Tu vois, ce que tu as Oui, dit, c'est clair. ce que tu dit, c'est de la physiologie, quoi. Combien tu as besoin de LDL, voilà. Est-ce que vraiment, avec un cholestérol de temps, est-ce que pour autant ça va impacter ta testostérone? Est-ce que pour autant ça va impacter ton système hormonal? Est-ce que pour autant tu seras moins musclé? Voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que tu auras moins de force, etc. Ils ne le savent pas. Ah oui, ça fait. Ils Et ont pas de connaissances physiologiques. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup de domaines. C'est pareil avec l'insuline, la glycémie. Tu entends des choses parfois, l'hormone de croissance, les productions. Tu entends de grosses âneries avec ce débat manger le soir, pas manger le soir. Ce sont des choses des fois qui physiologiquement n'ont aucun sens. ah, non, c'est clair. Mais pour en revenir à ça sur le cholestérol, après je vais à la seconde étape, c'est à quelle période de la vie on est en développement assez accéléré et où les besoins sont les plus importants, parce que on développe le système nerveux, musculaire et autres. À quelle période de la vie? Je pense que tu peux répondre là-dessus aussi. T'as une idée? À quelle période de la vie on est en plein développement et Adolescence, adolescence. plus jeune encore, tu vois? Phase de croissance, ouais, je Bah, dirais. les bébés, tu vois, les bébés, quand ils vont passer un peu de, tu vois, l'étape nourrisson, bébé, enfant, c'est vraiment là l'étape de croissance ultime où ça va Ok, c'est hyper là où vite, c'est où les encore besoins plus haut. Ok. sont vraiment importants. Et c'est là, en fait, tu te dis, à cette période
de la vie où tes besoins sont vraiment les plus importants, hein, parce que tu es en train de tout construire, vraiment tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, à ton avis, où se situe le niveau de LDL de ces enfants? Bah, je dirais très très bas. Tu me donnes une fourchette? Je sais pas. Franchement, tu me prends de court comme ça, mais je sais pas, je dirais très bas. Vu que tu me tends la perche, je dirais, je sais pas, 0,1, 0,2. Ouais, c'est ça, entre 20 et 50 milligrammes, donc entre 0,2 et 0,5 Ouais. grammes par. Donc c'est très bas. Et en fait, tout ce qui est au-dessus, bah, c'est un peu du surplus, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que les récepteurs au LDL saturent à 2,5 milligrammes de LDL. Donc c'est très très bas, hein. Donc les besoins pour assurer la production d'hormones ou autres est très basse. Tu vois, entre 20 et 50 milligrammes, ça te suffit pour assurer tes fonctions vitales, ta production d'hormones et tout. Et ça a été constaté dans des essais, hein, cliniques. Un qui est connu, c'est l'essai Fourier, où ils ont mis des gens bon, qui avaient déjà eu des événements cardiaques, tu vois, mais sous PCSK9, et qu'on fait diminuer le LDL cholestérol à 30 milligrammes, et ils ont suivi ça pendant 8 ans. Ces gens n'avaient pas de diminution particulière de testostérone ou des hormones, et tout allait bien, en fait, tout le fonctionnement, il n'y avait pas spécialement plus d'Alzheimer, plus de démence ou autre, c'est tout normal, tu vois. Et ils Parce étaient à que 30 milligrammes de LDL. Parce que, Donc, à contrario, le ratio, je pense, dans tous les cas que tu évoques, en fait, finalement, le ratio cholestérol total est bon, le HDL est correctement équilibré avec le LDL, etc. Je pense que finalement, c'est ça qui revient dans tous ces cas de figure. Euh, pas spécialement, tu peux avoir un ratio qui est bon, mais quand même avoir un DL qui est trop élevé, tu vois. Parce qu'au-dessus de Non, 70 non, non, milligrammes. je te parle dans les cas de figure que tu évoques, chez les nourrissons, dans les gens où les Ah oui, animaux mais, non, mais c'est s'entraînent, sûr, eux, etc. normalement, ils ont C'est là où je te parle. s'ils n'ont pas de problème génétique, ils ont une physiologie parfaite, hein, quasiment. Voilà, voilà. Après, ça va se détériorer, hein, mais Donc, ce que je veux dire pour les gens, c'est que les gens comprennent en fait ton raisonnement. Tu vois, les gens qui n'ont pas cette notion-là, que les gens comprennent pourquoi, du coup, malgré que le LDL soit bas, pourquoi est-ce que ça fonctionne bien? Tu vois, c'est là où je veux t'amener. eh ben, parce que ils ont une physiologie qui est optimale, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est conserver cette physiologie qui est optimale. Sauf qu'avec le temps, les gens ne conservent pas cette physiologie qui est optimale. Et avec l'âge aussi, elle se détériore naturellement, tu vois. Mais tu peux la conserver très longtemps de manière optimale. Mais ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Tu regardes les adultes, juste cette partie-là, hein, sans évoquer d'autres parties qui est aussi pas forcément très bonne, le cholestérol est souvent beaucoup trop, hein. On considère que c'est normal d'avoir un cholestérol autour des 100 à 130 milligrammes, mais en fait, c'est pas du tout normal. Si tu regardes de manière ancestrale, tu vois, les populations qui sont encore chasseurs-cueilleurs et qui sont non acculturées, eux, ils ont un LDL qui se situe autour des 50 à 70 milligrammes par décilitre. Si tu compares aux adultes moyens, ouais, c'est du 120, 130, 150, tu vois, c'est la rang- le 120, 150 milligrammes en delta, là, c'est souvent ce que la plupart des personnes ont, et ce que je constate très souvent, tu vois. Et ça paraît normal. Et tu as encore une population qui, elle, peut être au-dessus, hein, que ce soit liée à une hypercholestérolémie familiale ou à une alimentation qui est un peu délétère, ou encore tu as des sportifs qui sont relativement fit, mais qui consomment beaucoup de graisses saturées, qui ont un taux de LDL qui est encore bien supérieur, hein. Tu peux avoir des 200 milligrammes par décilitre. Est-ce que tu as vu maintenant, est-ce que tu as vu la phrase numéro un qui ressort en ce moment quand on dit aux gens mangez pas trop d'œufs, mangez pas trop de viande rouge, etc. T'as vu la phrase là qui ressort en ce moment, non? Non, ça, je sais pas. Le cholestérol alimentaire que tu consommes n'impacte pas le cholestérol sanguin. Tu l'as vu ça? Ouais, c'est Il a la fait un phrase soupir. Il a plutôt. fait un soupir, il est saoulé. Il est saoulé. Ouais, le truc de 80-20, hein, tu vois, je l'entends tout le temps, mais dire ça, le cholestérol alimentaire n'impacterait pas le cholestérol sanguin, c'est complètement débile, parce qu'en fait, tu as des essais qui ont montré que la seule consommation de cholestérol fait diminuer l'activité des récepteurs à LDL. Donc, quand tu diminues l'activité des récepteurs à LDL, bah, il y en a moins, ils sont moins performants. Tu as une augmentation du LDL cholestérol qui s'ensuit par ta consommation de cholestérol alimentaire. Et quand tu rajoutes des graisses saturées, bah, tu as un effet additif
oxydatif qui encore augmente l'effet sur les récepteurs au LDL et contribue encore à augmenter le LDL cholestérol. Et les gens, ils vont trouver ça normal, tu vois, d'avoir un LDL élevé parce que c'est bien pour augmenter les hormones, mais c'est pas du tout le cas. Tu vois, c'est ça le problème. Et le souci, c'est que tu as une progression de la plaque à partir de 70 mg par décilitre. Entre 70 et 80, l'augmentation est quasiment minime ou nulle, hein. Mais quand tu es au-dessus, elle progresse plus ou moins de manière importante. Voilà, parce que explique pour les gens qui nous écoutent, en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va avoir, bien sûr, sur le long terme, hein, on parle pas que les gens comprennent, c'est pas sur 3 mois ou 6 mois que ça se passe, mais plus sur le long terme, quand on va avoir un taux de LDL, justement, qui va être trop élevé, qui va ne faire que grimper avec l'âge, etc. Quels sont les principaux risques que l'on va avoir sur la santé? Bon, en gros, de manière très simple et vulgarisée, ça te formait une sorte de plaque de graisse dans tes artères. Et au bout d'un moment, soit tu as une partie qui va se décrocher et qui va aller former un caillot et qui va aller se loger au niveau du cœur ou du cerveau. Et tu peux faire un infarctus ou un AVC. Ou sinon, la plaque va grossir et va réduire le flux sanguin. Ça peut augmenter la pression artérielle et avoir aussi des effets délétères, tu vois. Donc, tu auras un afflux de sang qui est assez inférieur et donc tu peux aussi avoir des événements par cet effet-là, tu vois. Donc, Mais qu'est-ce que- généralement, c'est un mécanisme qui met plusieurs décennies à apparaître. Donc, et enfin, ça ne cause pas de douleur particulière. Donc, en fait, tu le perçois que si tu cherches à faire des examens ou si tu as des douleurs enfin, qui sont proches de l'événement qui sont en train d'arriver, tu vois, ou tu fais un événement cardiovasculaire et en fait, tu te rends compte que tu avais des plaques qui étaient là. Donc, c'est le problème, c'est que tu le sens pas et tu peux te sentir très bien jusqu'à ce que ça arrive. alors, généralement, on apprend que donc le LDL, c'est le taux de, pour schématiser, hein, le taux de cholestérol qui va se déposer, et le HDL, c'est le transporteur. Donc, en fait, c'est un peu comme le LDL, c'est les clients, et le HDL, c'est le nombre de taxis qu'il y a pour transporter ses clients. Et quand il y a trop de clients et pas assez de taxis, bon, bah, il y a un problème. Du coup, comment est-ce que toi, tu analyses ça dans ton travail et ton champ de connaissances? Le ratio entre le LDL et le HDL et quelles limites tu lui donnes. C'est-à-dire, est-ce que, pour bien me faire comprendre, est-ce que si on a un LDL qui est haut, mais un HDL qui lui aussi est très haut, on limite les risques ou pas du tout et ça n'a pas de rapport? Alors, on limite assez peu les risques. Au final, ce qui a été constaté, c'est que quand tu as aussi même si le LDL est plutôt correct, un HDL élevé, tu as aussi une augmentation des risques cardiovasculaires. D'accord. Donc, Par quel mécanisme du coup? bah, ça, c'est encore en cours d'exploration, tu vois. Mais Ok. tout n'est pas élucidé, hein, même si ça fait des décennies, plusieurs décennies, hein, parce que sur le cholestérol, tu vois, ça remonte à plus de 70 ans, hein, les études qui ont commencé dessus, hein. Enfin, déjà dans les années 1920, mais après, de manière plus appropriée chez les humains, dans les années 50. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tests sur le cholestérol, et après, on a différencié le HDL, le LDL. Ça a été fait dans les années 50, hein, cette distinction. Et ensuite, d'autres mécanismes, hein, les ApoB, les LPA. Tu vois, donc c'est pas non plus si ancien que ça et on apprend toujours des choses, tu vois. Et sur le HDL, bah, on constaterait que trop bas ou trop élevé, bah, c'est pas forcément un très bon signe. Donc avant, il était perçu comme bon cholestérol, maintenant, bah, c'est pas forcément, on peut pas appeler ça le bon cholestérol. Ça a une fonction de ramener le cholestérol, mais on peut pas dire que c'est vraiment un truc hyper efficace par rapport au LDL déjà, et que c'est pas forcément peut-être très bon d'en avoir un niveau très haut. Donc tu dirais que finalement, ce qu'on a dit pendant des années, que le ratio entre les deux était fondamental, finalement, c'est plus trop le cas, si je comprends bien. Non, non, et l'important au final, c'est très simple, hein, c'est d'avoir un LDL le plus bas, hein. Ouais, Donc, donc toi, tu te fies surtout au LDL, et ouais, quand parce c'est que trop en fait, bas, le point le plus important, c'est l'ApoB.
mais 90% de l'ApoB est relié au LDL. Donc, si Ok. tu diminues le LDL, bon, c'est bon. Les gens ils vont dire après, ouais, mais c'est le LDL oxydé. Mais bon, j'ai envie de leur dire, si tu diminues ton LDL, tu auras moins de chances d'avoir un LDL oxydé aussi. Oui, Donc, oui, c'est en relation de cause à c'est effet. non, mais c'est ce qui est logique, tu vois. Et donc, l'intérêt, ouais, c'est vraiment de diminuer le LDL. Et après, tu as la LPA, mais la LPA se raccroche aussi au LDL. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un LDL qui est le plus bas possible et en dessous des 70 mg par décilitre. Ou en tout cas, si tu veux être bien, entre 70 et 80 mg par décilitre, Quel que soit l'individu, ou est-ce que quel que soit tu... l'individu. Quel que soit l'individu, Ouais, quel que soit le poids, les ouais, ouais, antécédents, ouais. homme, femme, entre 0,70 et 0,80. Ouais, ouais, c'est un objectif qui est déjà, je trouve, difficile à atteindre, mais idéalement, il faudrait être un peu en dessous de 70. Et ceux qui arrivent le mieux, bah, c'est les véganes, parce qu'ils ont une alimentation qui est dépourvue de cholestérol, qui consomment très peu de graisses saturées et ont beaucoup de graisses polyinsaturées et de fibres. Donc, ont Devenons tous, une facilité à avoir un LDL qui est très bas, tu vois. devenons tous véganes. Bah, en tout cas, sur le plan cardiovasculaire, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et sur le reste, Bah, en soi, c'est plutôt bien. Si elle est bien construite, l'alimentation végane, je pense que c'est l'une des meilleures alimentations au monde. Si elle est bien construite. quand tu dis l'une des meilleures, alors ça m'intrigue. Quel autre type d'alimentation tu placerais en tête de ta liste? Si Bah, tu devais faire le un classement de top 3. classique, régime méditerranéen, tu vois, qui rentrerait dedans, mais le régime vegan, en fait, il peut se rapprocher du régime méditerranéen. Donc, c'est pour ça que ça se rapproche. Et après, en troisième, difficile à dire, tu vois. Oui, parce que la différence entre régime méditerranéen et vegan, c'est quoi à part? Juste poisson, crustacés, c'est tout? Ouais, bah, il y a quelques produits animaux en moins, mais sinon, sur les bases, en fait, ça se ressemble, c'est assez proche, tu vois, c'est juste l'exclusion encore d'autres aliments. Mais si tu les compenses bien, au final, c'est égal. Je pense que c'est égal, peut-être même supérieur pour le vegan, hein, sur certains aspects, hein, tu vois. Donc, mais il faut que ce soit bien construit, c'est toujours ça le truc. Mais dans toutes les diètes, hein, tu vois, tu peux être omnivore et avoir une diète de merde, hein. C'est toujours le Et problème, à hein, contrario, avoir une très bonne alimentation. Oui, non, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça, je parle bien construite. T'es pas vegan? Tu es vegan, toi? Non, pas Non. du tout. Ah non, moi je mange de la viande, peut-être même trop régulièrement. Enfin, je ne sais pas, mais en tout Viande rouge, cas, tu veux dire? ouais, viande rouge, tu vois, je pourrais C'est diminuer, mais difficile, hein. C'est difficile, tu- hein, quand on aime, hein. ouais, bah, De se c'est dire ça ça. Donc, aussi. bon, De se après, dire je suis ça. toujours, tu vois, je suis à moins de 500 grammes par semaine, mais Pas moi, euh, pas. Pas moi. donc je pourrais toujours améliorer ça, mais j'en consomme toujours, tu vois. Donc c'est ce que je dis. Les gens pensent que je suis un putain de vegan ou autre, mais pas du tout en fait. Mais c'est juste que je suis objectif et que par rapport à des critères, tu vois, nutritionnels et santé, bon bah l'alimentation végane bien construite est une excellente alimentation, Tu tu sais, vois. j'ai toujours cette phrase, c'est pas parce qu'on a fait plein de conneries quand on est jeune qu'on veut que nos enfants fassent les mêmes. C'est de même pour notre métier. C'est pas parce que on mange plein de viande rouge qu'on va dire aux gens de le faire. C'est pas forcément bien. Ah, non, c'est ça. On n'est pas Dieu le Père. Tout ce qu'on fait n'est pas forcément sain, magnifique et Il y a toujours des points d'amélioration, je oui, on ne pense. se prône pas forcément en exemple. Il y a une grosse différence entre donner des conseils et faire son métier et dans notre vie personnelle et professionnelle, on n'est pas forcément... Enfin, dans notre vie personnelle, on n'est pas forcément parfait et on ne peut pas appliquer forcément tout ce qu'on dit. C'est comme ça et c'est le cas dans tous les métiers. Combien de médecins fument, boivent, tu vois, voilà, moi j'ai connu pendant des années un médecin généraliste qui était une sommité de... C'est très drôle, hein, mais enfin c'est très drôle, c'est paradoxal. Il était une sommité dans les spécialités du sommeil, je sais plus le nom en médecine, je sais pas pourquoi j'ai perdu le nom, aide-moi. Bref, il était spécialiste du sommeil, mais vraiment, hein. Et le gars ne dormait jamais, jamais. C'était un insomniaque. Et il était spécialiste du sommeil, hein. C'est un spécialiste mondialement reconnu, tu vois, il était en parallèle médecin généraliste, et il ne dormait pas. Il était insomniaque. Vraiment, je discutais avec lui, c'était incroyable. Incroyable. Ah, Donc, tu vois, ça arrive souvent, hein. tu t'es dit comment ce gars lui-même, il n'arrive pas à régler son problème, comment il va résoudre. Eh bien, si, ça marche, mais sur lui, non. Parce que il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, hein. Ah, ouais, c'est clair. Voilà, tu peux avoir les connaissances, il y a une question de discipline, hein, tu vois. Par exemple, moi, j'arrive pas à me discipliner de ne pas manger moins de 500 grammes de viande rouge. J'arrive pas. J'en mange beaucoup trop. Ouais, Ça me ouais. rattrapera. Mon Ouais. LDL n'est pas à 0,70, 0,80.
Bon après, pour la viande rouge, c'est pas ça trop le problème, hein. C'est plus le côté augmentation des risques de cancer colorectal, Ouais, ouais, colorectal. ouais, ouais. Donc Justement, là-dessus. justement, quels sont tes principaux conseils pour le LDL? Qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est aussi difficile aujourd'hui, ou de manière générale, oui, peut-être aujourd'hui, à notre époque, d'avoir un taux d'LDL qui est bon dans la population moyenne? Globalement, les gens mangent trop de graisses saturées. Déjà, en France, la moyenne, c'est 14% de graisses saturées. Est-ce que tu sais la moyenne du LDL en France, du taux d'LDL en France? Tu as des données par Hmm, rapport à ça? non, 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 j'ai pas du pas, tout. j'ai pas. Après, tu peux voir dans des cohortes, tu vois où ça se situe, mais c'est pour ça, c'est souvent entre 120 et 150. Ok, donc bien au-dessus quand même. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais après, tu vois, la limite, elle est à 160. Et après, au-dessus, c'est considéré un peu comme de l'hypercholestérolémie. Mais en dessous, on considère que c'est normal, mais c'est pas normal d'un point de vue physiologique. Tu vois, Oui, entre. ça Et augmente. les sociétés de cardiologie, eux, recommandent d'être autour des 70 milligrammes, tu vois. Ok, donc oui, ça augmente les risques de santé. Donc là, on peut Bah, en conclure. fait, ouais, tu vas former de la plaque et la plaque, à terme, peut augmenter tes risques d'événements cardiovasculaires. Et quand tu te situes autour des 120 ou 130 milligrammes par décilitre pendant toute ta vie, la moyenne d'âge où tu vas faire un infarctus, c'est autour des 64 ans. Ouais, ce qu'on observe de plus en plus. Ouais, ou des fois même plus jeune, hein, Ouais, beaucoup plus jeune, ouais, même. Ouais, mais ouais. donc ouais, donc c'est ça le truc, c'est que tu dois en prendre conscience vers ta vingtaine, idéalement 20 30 ans, et les résultats vont se voir dans 30 ans plus tard, tu vois. Donc c'est compliqué de se projeter aussi loin. Et donc, tu disais, principaux Donc ouais, les gens consomment trop de graisses graisses saturées. saturées, Ils ouais, sont à 14%, alors qu'idéalement, il faudrait en dessous d'être 10%. Et si tu te fies de manière ancestrale, parce qu'il y a des données paléoanthropologiques sur les ratios à peu près de macronutriments, euh, les hommes au paléo, l'estimation des graisses saturées était autour des 6%. ok. Donc idéalement, je pense qu'il faudrait se situer autour des 6 à 7% de graisses saturées dans l'alimentation, donc divisé par 2 pour la moyenne française. Ce qui est Donc très dur en ayant une alimentation omnivore. c'est très dur, et les fibres devraient être beaucoup plus hautes. Tu vois, idéalement, en fibres, hein, il faudrait situer entre 50 et 60 grammes par jour, Ok, ouais, ce qui est idéalement. Les très recommandations, important. c'est autour des 30 grammes, et la plupart des gens sont autour des 15 à 20 grammes de fibres. Ouais, Donc c'est on très est très important. très loin, tu vois. Et ça, c'est deux facteurs qui sont très importants. Et le Pour une troisième, personne lambda, 50 à 60 grammes de fibres, disons-le, c'est très important. ah ouais, non, mais c'est clair, non, mais c'est très important. Les gens ont une grande difficulté, hein, tu vois. Déjà, un repas avec 5 à 10 grammes de fibres, c'est énorme pour beaucoup de gens, tu vois. Donc, Ouais, ouais. alors que, bon, je trouve ça vraiment bas, tu vois. Et c'est vraiment un truc où il faut travailler, hein, c'est l'apport de fibres. Et le meilleur moyen d'apport de fibres, bah, c'est les végétaux, hein. C'est pour ça que les véganes sont plutôt pas mal. Ils ont des apports de fibres qui sont très, très importants. Et tu vois des résultats vraiment incroyables, hein. Il y a eu une petite étude qui a été faite par Jenkins où ils ont mis des gens à 150 grammes de fibres la journée. Ouais. Donc vraiment alimentation, énormément de fruits végétaux, hein. C'était 5 kilos de végétaux par jour. Ok, faut arriver à Donc les, faut faut arriver à arriver à les les manger. consommer, mais Remarque, si tu manges plus trop de produits de viande, etc., c'est déjà beaucoup plus simple. ouais, bah c'est ça, ouais. Et là-dedans, en 2 semaines, ils ont eu une diminution du LDL cholestérol de plus d'un tiers, tu vois. Ok, Donc c'est énorme. En énorme, 2 semaines, c'est énorme. énorme. Et donc, ouais, c'est l'apport de fibres. Et après, c'est les graisses polyinsaturées. Donc, consommer plus de graisses polyinsaturées parce qu'il y a un ratio qui a été déjà constaté dans les années 50, hein, par Ansel Keys. C'est qu'il faut consommer plus de graisses polyinsaturées pour une graisse saturée pour annuler les effets des graisses saturées. Pourquoi? Parce que les graisses saturées réduisent, hein, comme je l'évoquais, l'activité des récepteurs au LDL. Et donc, pour annuler l'effet des graisses saturées, il faut consommer 2 fois plus de graisses polyinsaturées. Ok, Donc, si tu consommes 10 grammes de graisses saturées, eh ben, il faut consommer 20 grammes de graisses polyinsaturées. Mais il s'avère que si la plupart des gens se situent autour des 30 grammes de graisses saturées, bah, il faut consommer au moins 60 grammes de graisses polyinsaturées, ce qui te fait un total de plus de 90 grammes de graisse, tu vois, sur ta ouais, journée. ce qui fait vite beaucoup de calories si tu Bah, c'est consommes beaucoup ça. de graisses saturées.
Donc l'un des meilleurs moyens en fait c'est de diminuer les graisses saturées pour équilibrer facilement ce ratio. Ouais, plutôt que de chercher à augmenter, parce que si tu consommes déjà beaucoup de graisses saturées, ça va vite te faire beaucoup de calories aussi. Bah, c'est ça. Donc, tu risques peut-être d'avoir d'autres problèmes liés à Ouais, un ouais. éventuel Oui, surplus oui. calorique. Donc, Disons-le, disons-le, le surpoids n'aide pas non plus pour les risques non, cardiovasculaires. non, non. Donc, ouais, le plus simple, bah, après, c'est pour moi de diminuer les graisses saturées, d'augmenter les fibres et d'améliorer ce ratio. Et quand tu as fait ça, déjà, c'est déjà très bien. Tu vois, tu as les grandes lignes. Après, il y a toujours des petits Et qu'en tips à est-il de côté, mais l'activité physique? Est-ce que l'activité physique n'est pas pas, je parle pas de muscu, hein, activité physique. Est-ce que, en général, quoi, est-ce que c'est pas un point cardinal, primordial pour le cholestérol? pour les cholestérol sanguin, non. Non? Ok. Non, après, pour le système cardiovasculaire, ça l'est, hein. Et après, c'est plus des exercices plutôt aérobiques et améliorer la VO2 max qui semble important pour le système cardiovasculaire et la santé cardiovasculaire. Mais pour question de cholestérol, la perte de poids et l'activité physique ont peu d'effet. On peut Donc, défaire sur le LDL. ouais, vraiment, c'est assez minime. Après, tu pourrais dire que c'est important si tu joues sur la composition corporelle, mais qui peut être indépendant en fait de l'activité physique, tu vois. En gros, les personnes qui sont fit, plutôt musclées, hein, donc souvent on a vu les personnes qui nous écoutent en grande majorité, sont des personnes qui a priori, seraient sensibles aux graisses saturées. Parce qu'en gros, plus tu es fit, plus tu es sensible à l'effet des graisses saturées. Donc, même en consommant une portion égale à une personne lambda, moyenne, eh bien, l'effet des graisses saturées sera plus important sur la diminution des récepteurs au LDL et l'activité des récepteurs au LDL. Donc, Donc, tu auras une augmentation plus importante du cholestérol sanguin par rapport à une personne lambda. Euh, donc, ce qui est un peu finalement, embêtant. c'est pire. Donc, Faites pas de ouais. sport. Faites pas de sport, soyez pas musclés, mangez des fibres et Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ça. déjà que les personnes qui Je sont car- plutôt lambda ont déjà une caricature. activité qui est réduite, tu vois, des récepteurs ou autres. Hmm. Donc c'est pour ça qu'ils ont un taux moyen qui est assez élevé. Mais les personnes, tu vois, qui sont fit et qui écoutent le milieu ancestral carnivore qui dit de bouffer des graisses saturées parce que c'est important pour monter le cholestérol et les hormones, eh bien eux vont avoir des taux de LDL qui vont être supérieurs à 160, mais ils vont dire mais t'inquiète, c'est bon, le LDL n'est pas causal dans les Ouais. maladies cardiovasculaires, donc on s'en fout. Il y a Dans une le vidéo terme, encore récente d'un mec que j'ai regardé. Il a dit, ouais, de toute façon, le cholestérol, c'est une arnaque et tout, pas d'inquiétude. Son taux, il est à 3,23, tu vois. Donc, mon Dieu. le LDL, hein, le LDL, hein, pas le total, hein. Oh mon Dieu. Oh Donc, là. tu vois, je dis, ces Ouais, gens-là, pas trop de problème, alors que. ils s'en Il foutent. y a encore des études de cas sur des personnes qui ont suivi un régime carnivore qui donc mangeaient beaucoup de graisses saturées, hein, forcément, et de cholestérol alimentaire. Et ces gens-là ont, ce qui est dit, une alimentation qui mime l'hypercholestérolémie familiale, donc ont des valeurs de LDL cholestérol qui est beaucoup trop haut. Et ces valeurs, c'était autour des 600 mg par décilitre, donc 6 grammes par litre tu vois, de LDL cholestérol. Et ils ont fait des échographies de la carotide et autres pour voir où était à peu près l'évolution de l'IMT, donc de l'épaisseur de l'intima media, et donc certainement peut-être un peu des plaques, ou en tout cas un truc précurseur, des gens qui ont la trentaine comme nous, hein, tu vois, début trentaine. Et ce qu'ils ont constaté, bah, c'est que ces gens-là qui ont suivi le régime carnivore en 6 mois ont atteint un niveau de épaisseur de l'intima media au niveau de la carotide 99e et 95e percentile. Donc, c'est-à-dire c'est les plus hauts de leur catégorie d'âge. Donc, ils ont un niveau déjà qui est précurseur d'un niveau de plaque qui va Ouais. être plus ou moins élevé. Donc, ils sont à risque cardiovasculaire à terme s'ils continuent comme ça assez rapidement, tu vois. 600 Ouais. de LDL en même temps. Oh. Ouais, mais ça existe après dans l'hypercholestérolémie familiale, ça on le constate, hein, c'est des gens qui ont ça, ces niveaux-là dès la naissance, et Oui. si ce n'est pas traité, eh bien dès l'adolescence, ils peuvent faire une crise cardiaque. Hmm. Et ce qui est drôle, c'est que ces gens-là disent le cholestérol c'est une arnaque, mais quand tu parles d'hypercholestérolémie familiale, oui, mais bon, c'est peut-être d'autres choses dans l'hypercholestérolémie familiale que le cholestérol. Vas-y, explique. Ça fait quand même, je crois, c'est dans les années 30-40 que ça a été mis en évidence. Ça fait 80 ans que on est
quasi sûr que c'est le cholestérol de manière causale là-dessus, parce que c'est difficile de trouver autre chose. Et les gens, encore 80 ans plus tard, certaines personnes vont te dire oui, mais c'est peut-être autre chose. Mais attends, bah vas-y, Ah, explique, mais donne une surtout, explication. on observe que les gens qui font la diète carnivore n'ont pas plus de résultats physiques, ne démontrent pas de prise de sang avec des taux supérieurs, ou alors les seuls qui sont vraiment, qui ont affiché des résultats physiques et qui soi-disant sortaient du lot, finalement consomment des stéroïdes, Bah, ils sont chargés. notamment Liver King là en tête de liste. Alors lui, est-ce que tu as vu quand même son reportage sur Netflix? Non, j'ai pas vu. Ah non, faut que tu regardes. Non, non, mais faut que tu regardes parce que c'est un reportage qui explique toute son histoire et puis montre le met face aux faits, hein, c'est-à-dire à l'arnaque qu'il a monté. Hein. Il y a tout de A à Z, ses excuses dedans et tout. Et c'est assez incroyable. Hein. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, il y a aussi, ils ont mis récemment un autre reportage, je crois que c'est sur Netflix, sur, je sais pas si tu as suivi là, je crois, millionnaire ou milliardaire Ah non, j'ai essaye pas suivi non d'atteindre plus. la... Comment ils appellent ça, le Ryan Johnson, transhumanisme, non? là. Il essaye de vivre éternellement. Ouais, Et je ne sais pas si tu as vu son alimentation et ses habitudes, mais et toi, il faut que tu regardes ça. Ah non, non, il faut vraiment que tu regardes ça parce que pour ta culture générale et puis pour analyser la psychologie de ces gens-là, c'est très, très intéressant. Psychologiquement, ils sont vraiment dans un... Bon, Liver King, c'est vraiment du business, tu vois. ouais, bah oui, non, c'est Le clair. gars, le gars est fort. Le gars est très très fort. Mais l'autre là, le transhumanisme, c'est encore autre chose. Ouais, Parce que le ouais. gars, lui, est déjà, tu vois, millionnaire et tout ça. Bon, certes, il fait du business autour parce qu'il vend son huile d'olive, machin, mais il sait encore autre chose. Il est vraiment dans autre chose. Et tu le vois à un moment dans le reportage, c'est pour ça que ça me fait penser, tu disais à Résimon, tu le vois à un moment consommer ses pilules avec son fils qui a 17 ans. Et son fils lui dit, aujourd'hui, t'as combien de pilules? Et je crois, il dit 120 ou 150 au petit-déj, tu vois, il s'avale 150 compléments alimentaires et c'est vraiment quelque chose. Et justement, je crois qu'il a une alimentation très carnivore. Oui, il mange du foie tous les jours. Je crois qu'il mange du foie au petit déjeuner ou un truc comme ça, tous les jours, etc. Ces gens-là, ils sont dans un autre monde, quoi. C'est assez difficilement compréhensible. Et ils sont pas du tout, c'est vrai qu'ils sont pas du tout conscients des risques qu'ils prennent sur la santé. Hein. Je pense, hein, les carnivores en tête de liste, hein. C'est assez aberrant, quoi. Non, c'est clair. Mais après, si tu te dis dans le déni, pourquoi pas, hein. Il y en a plein qui se mettent dans le déni volontairement et qui après vont chercher des études qui peuvent soutenir leurs propos et après Ah, on va se ouais. dire que voilà, c'est cette petite logique de David contre Goliath. Nous, on a vu ça, on se bat contre l'industrie pharmaceutique et machin, les lobbies. Donc voilà, on est ces gens-là qui sont un peu précurseurs, ils se vendent un peu comme ça aussi, tu vois, des... Je sais Ouais, pas mais si on voit quoi. est-ce que là, vraiment, tu te bats contre un lobby quand tu es carnivore? Contre quel lobby tu te bats? Je comprends pas. Non, mais Ah, contre le globalement, lobby pharmaceutique, les statines et tout ça? ouais, ouais, c'est un peu ça sur l'esprit, sur le cholestérol. Tu vois, les gens, quand ils vont être dans le déni, c'est un peu Ouais, mais sur ça cette. n'a sur le cholestérol, je trouve que ça n'a pas de sens parce que la proportion de gens déjà qui prennent des statines, elle est relativement faible. Et on a quand même, je trouve que autant en médecine, il y a des choses sur lesquelles on a très vite, des traitements sur lesquels on a très trop vite recours. Je pense par exemple à la thyroïde. Autant le cholestérol, je trouve pas. Enfin, je trouve Ah que non, non, c'est tardif, mais tu vois, mais ouais, je c'est trouve que les dans médecins le narratif, c'est dans le narratif. ouais, ouais. Oui, mais C'est justement, tout. ouais, ouais, ça a Mais- vraiment pas de sens pour moi parce que je trouve pas que les médecins généralistes, on peut leur prêter certains torts, mais sur le cholestérol, je trouve pas qu'il y ait un recours systématique au conseil. Au contraire, pardon, dans ce domaine-là, je trouve qu'ils ont plutôt des conseils qui sont assez sains. Enfin, moi, j'entends autour de ah, moi. mais c'est le cas, hein. C'est le Enfin, cas. moi, je vois mon. Enfin, je vais pas dire qui, pardon, mais un très proche de moi, voilà, qui a du cholestérol, la soixantaine, voilà, le médecin lui a dit, faites attention à ce que vous mangez, justement, charcuterie, viande rouge, faites un peu d'exercice. Enfin, il m'a demandé mon avis. Je trouve ça très bien. Enfin, tu vois, c'est des Non, conseils c'est le cas. qu'il Non, faut mais donner d'ailleurs les à statines, tout ça le arrive monde. souvent un peu en dernier recours, tu Oui, vois. voilà. Donc sur ça, je trouve ça. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. C'est plutôt à l'inverse, ils servent le lobby comment? Le lobby carnivore. Bon, Ah moi, ouais, l'industrie de la viande, hein, mais il y a un gros ça- lobby hein, là-dessus, hein. après, si ça peut aider les agriculteurs français en ce moment, ils sont en difficulté, mais bon, je suis pas sûr que c'est à eux que Non, ça. je suis pas Ouais, je sûr que crois, ce soit.
Ouais, je crois pas que c'est aux petits agriculteurs français Qui vont en bénéficier le plus, hein. malheureusement, ça marche pas comme ça. Mais Ouais, dans le narratif, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'on entend souvent. Après, c'est pas du tout fondé. Il n'y a pas de logique. Les logiques sont souvent bancales, hein, si tu viens les bousculer un peu. et là, j'ai vu que dernièrement, dans le même, t'as parlé du sel. J'ai entendu que tu as fait une vidéo avec Nassim Saïli que j'ai pas Ouais, tout à encore fait. eu le temps de voir, mais j'ai entendu qu'elle était de très grande qualité, j'ai pas de doute. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça pour donner envie d'aller voir la vidéo? Ouais, bah, le sel, c'est pareil, en fait, c'est souvent débattu à cause d'études qui ont quelques biais méthodologiques, mais en gros, le sel, en grande quantité, ça augmente la tension artérielle et ça peut amener à l'hypertension, et l'hypertension va amener à des effets délétères sur la santé cardiovasculaire, rénaux ou autres. Par contre, c'est plus rapide à avoir les effets que sur le cholestérol sanguin, hein, tu vois, si tu as Ok. une hypertension, tu vas plus vite, très vite dans les années qui viennent, tu vas être très vite handicapé par rapport au cholestérol sanguin. Et ce phénomène-là apparaît, si tu veux, dès que tu dépasses les 5 grammes de sel par jour. C'est pour ça qu'on a les recommandations de l'OMS qui disent qu'il ne faut pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour, en tout cas éviter de consommer plus. Pourquoi? Parce que ça a été vu sur des études randomisées contrôlées, épidémiologiques, je crois de randomisation mendélienne aussi, hein, tout ce qui est un peu génétique, qui mettent quand même en avant que le sel augmente la tension artérielle et donc au final l'hypertension. Et ce qui a été constaté de manière ancestrale, et encore si on revient aux études paléanthropologiques, hein, il y a aussi des données dessus, bah, l'équivalent de consommation sel, hein, parce que c'était du sodium, mais l'équivalent sel, c'est à peu près 2 grammes de sel par jour au paléo. Donc Ok. Oui, ce probablement qui que se comprend physio... assez bien, déjà, ils n'avaient pas de, de salière. Bah, c'est ça. Et ils n'avaient pas Après, de produits euh, transformés. après, il y en a qui ont des théories un peu farfelues. Ils avaient des salières déjà? Non, mais qui seraient un peu comme, c'est quoi, comme les moutons, les agneaux, là, qui suceraient des cailloux, des pierres à sel, tu vois, pour avoir des taux de sel plus élevés, tu vois. Ok. Euh, À l'époque, donc, c'était ça. Ah, d'accord. Ok. donc, il y a des théories comme ça, tu vois. Certains vantent des théories comme ça, Avec des qu'au preuves? final, Avec des preuves. Et non, aucune preuve. Non, la non, non, preuve, c'est est-ce qu'on en il y a pas trouve? de preuve. Il n'y a pas de Ouais. preuve. Parce que est-ce qu'on en trouve partout dans le monde? Non, mais il y a pas de preuve de ça, tu vois. Ouais. Mais c'est Ouais. pour justifier des consommations de sel plus élevées, tu vois. Ok, c'est marrant quand même. Donc Quand voilà, même. donc On est il y dans en a une qui sacrée époque quand même, hein. Putain. ouais bah c'est ça ouais donc C'est il y en a quand même. qui arriveraient à Bon. justifier qu'on peut sucer des cailloux quoi. Ouais, c'est dur quand même, hein. Bon, c'est Ouais, je dur. suis d'accord, mais Ah, ça là. existe. Donc il faut en avoir conscience, ça existe. Mais ouais, donc de manière paléoanthropologique, on se situerait autour des 2 grammes. Donc physiologiquement, on est adapté pour des consommations de sel qui sont assez basses. Mais quand on a fait des études, on a constaté que les personnes qui avaient des niveaux de sel bas avaient plus de risques cardiovasculaires par rapport à ceux qui avaient un niveau moyen. Et ceux qui Ok. avaient un niveau plus élevé avaient aussi des risques plus élevés. Donc on a appelé ça D'où une courbe. l'importance d'un équilibre à ce niveau-là quand même. Attends, ouais, pas fini. Ah, C'est c'est ce qu'on appelle la courbe Angie. Sauf que c'est lié à un problème méthodologique. Si tu veux, pour mesurer la consommation de sel, bah, c'est via l'urine. ouais, Et ce qui se passe, c'est que on peut avoir une alimentation qui est changeante dans le temps. oui, bien sûr. Donc tu peux manger bien par exemple la semaine et avoir des trucs un peu différents le week-end. Tu peux avoir un repas qui peut être plus élevé en sel, hein. Par exemple, typiquement ceux qui mangent des raclettes ou autres, charcuterie, fromage, ça peut te faire en fait un niveau de consommation en sel qui va être très élevé. Et Je vois. il y a dans pas mal d'études en fait, il y avait qu'une analyse d'urine. Ouais, à un Donc instant T, si ouais, sur le long. Ouais, donc qui n'est pas forcément le reflet de l'alimentation quotidienne des personnes, tu vois. ok. Et donc ça crée des disparités et ça crée ce phénomène de courbe en Comment? J. Je comprends pas comment, quand tu fais cette étude, les gars qui sont quand même des tronches ne pensent pas à ça. Mais parce que c'est aussi des études qui sont anciennes et après tu réfléchis à ça et aux implications qu'il y a derrière. Et après il y a eu d'autres études où ça a été mesuré avec plusieurs échantillons dans le temps à des moments différents, la semaine, le week-end, tu vois, pour justement capter mieux l'alimentation, le pattern global de la personne. Et dans ces cas-là, ben, on voit en fait une augmentation linéaire des risques. C'est-à-dire que plus tu consommes de sel, plus tu augmentes tes risques cardiovasculaires. Alors qu'avant, si tu avais des niveaux trop bas, eh ben, tu avais des risques qui étaient plus élevés. Mais ça, c'est lié à l'erreur méthodologique des études.
Et Donc, donc, quand c'est bien mené, eh ben, c'est une augmentation linéaire. Et donc, quand tu arrives au seuil des 5 grammes, à partir de là, tous les grammes supplémentaires, tu as une augmentation de 18% de risque cardiovasculaire en plus. 18%. Ouais, donc quand tu es à 5 grammes, ouais, c'est entre 5 et 6 grammes, hein, mais globalement, on retient 5 grammes. Et donc au-dessus, tu augmentes, ouais, je crois que c'est ça, 18% tes risques cardiovasculaires pour chaque gramme supplémentaire. Et Et, il faut savoir qu'en France, on se situe les hommes autour de 9 grammes en moyenne et les femmes autour de 7 grammes. est-ce qu'il y a une relation, là, contrairement au LDL, est-ce qu'il y a une relation avec le gabarit, l'activité physique? Est-ce que l'hydratation joue, la sudation, la consommation de potassium? Est-ce qu'il y a un ratio à faire avec ça? Ou est-ce que ton analyse, enfin tes connaissances, c'est 5 grammes, point barre, quelles que soient les caractéristiques et l'environnement? En fait, c'est comme beaucoup de choses. Tu vois, au final, c'est comme pour les effets des graisses saturées qui peuvent être réduites par l'augmentation des graisses polyinsaturées ou la consommation de fibres. Tu vois, tu peux consommer plus de graisses saturées, mais tu peux atténuer les effets par d'autres variables alimentaires. Mais en fait, c'est la même chose avec le sel. Tu as parlé du potassium, c'est exact. Le potassium a un effet médiateur, modérateur sur le sodium et donc au final sur la pression artérielle, tu vois. C'est la même chose avec les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires peuvent avoir un effet modérateur de la consommation de sodium. Donc tu peux avoir des valeurs tu peux consommer un peu plus haut et avoir des effets qui sont atténués. Mais ça ne veut pas dire que pour autant tu n'auras plus d'augmentation de risque, mais peut-être que tu auras une augmentation qui sera moindre. Ok. Mais en moyenne, ça augmente de 18%. Et donc, c'est pour ça, il y a des choses qui sont importantes à faire. Mais si on parle de ratio avec le potassium, par rapport à ce que consomment les gens, le ratio physiologique, en tout cas par rapport aux données paléoanthropologiques qu'on a, est juste démentiel. Il faudrait consommer des quantités de potassium qui sont hyper importantes. Donc, le plus simple, en fait, c'est de diminuer, pareil que comme les graisses saturées, c'est de diminuer le sodium, le sel, quoi. Ce qui est Pourquoi? très, Parce que le ratio, en fait, à l'époque, si tu veux, je crois que c'est 1 pour 8, hein, ou en tout cas, ils étaient à plus de 10 000 milligrammes, en tout cas 10 grammes, en tout cas 10 grammes de potassium pour équivalent de grammes de sel, tu vois, mais en ce qui est très très paléoanthropologie. dur aujourd'hui, parce que si tu ne fais pas vraiment attention, tu as du sel dans énormément ajouté dans énormément d'aliments. En fait, c'est là où il faut que les gens comprennent, c'est que si la consommation moyenne de la population chez l'homme est de 9 grammes et chez la femme de 7 grammes, c'est souvent pas qu'on prend la salière et qu'on verse à tire-larigot. Souvent, les gens d'ailleurs, c'est peut-être des gens qui salent même très peu en moyenne. Enfin, il n'y a pas Ouais. beaucoup de gens qui finalement rajoutent du sel, mais dans tout ce que l'on va consommer à longueur de journée, même dans des produits qu'on croit souvent sucrés, si on regarde la composition, il y a du sel. Il y a très vite 0,4, 0,5 grammes de sel pour 50, 100 grammes d'aliments. Et en fait, bah, cumulé, ça va vite. Il y a même certains filets de poulet que tu achètes à cuire, hein, sous vide, certaines marques, où il y a du sel ajouté, par exemple. J'ai déjà vu, je crois que c'est la marque Le Gaulois, il me semble. Une fois, tu sais, quand tu fais les compétitions de bodybuilding, Euh, tu traques vraiment. C'est à l'époque que j'ai découvert ça, il y a 7 8 ans. À la fin, tu traques vraiment le moins de grammes de sel. Et j'avais halluciné de voir le nombre de produits dans lesquels il y a du sel, voire même beaucoup de sel, sans que tu t'en rendes compte, parce que comme il y a un peu de sucre avec, etc., tu ne sens pas non, non. le goût salé. Mais quand tu fais le calcul sur une journée, mais 5 grammes, c'est pour une personne lambda, hein, c'est comme ça, comme Ah ça. ouais, c'est clair, ça va hyper hyper vite, hein. Au final, tu es obligé de quasiment consommer tout brut si tu veux être inférieur à 5, hein. C'est un peu l'obligation derrière, ou en tout cas, après, tu dois sélectionner des aliments très spécifiques qui peuvent contenir du sel, tu vois, parce que ça va très vite si tu manges du pain, du fromage et de la charcuterie. Bon, ce que peut faire un peu la personne moyenne en France dans sa journée, c'est foutu, quoi. Ouais, un repas, t'es fini. Tu vois, je pense typiquement Bon, c'est un exemple extrême, mais je pense typiquement au bœuf séché, là. Comment t'appelles ça? La Ah viande de bah oui, oui, bridon. oui. Tu consommes 80 grammes, t'as 6 grammes de sel. Non, mais c'est clair. C'est énorme. Ah ouais, non, mais c'est délétère Donc, pour la c'est santé. un Et exemple de ça. ce qui est intéressant, tu vois, tu as l'effet sur le côté cardiovasculaire, mais tu as aussi une augmentation du risque de cancer gastrique, cancer Ok. de l'estomac. Ce qui a été repéré en fait dans les cohortes asiatiques qui ont des niveaux de consommation de sel qui sont très élevés, tu vois. Plus ce qui que est chez int- nous? ouais, tu vois, c'est la dizaine de grammes facile. Ok. Et
par rapport à tout le reste du monde, enfin sur le globe, hein, vraiment les cohortes asiatiques ont des consommations de sel qui sont supérieures, même si ils ont eu des politiques de santé publique vraiment axées dessus pour diminuer la consommation de sel. Et par exemple, au Japon, tu vois, c'était une des plus sociétés qui consomment le plus de sel, hein, avec Corée. Les niveaux de consommation dans les années 40, 50, c'était autour de 20 à 30 grammes en moyenne. Avec certaines Oh, localités, ils étaient à 50 grammes de sel. 50 grammes de sel. Ouais, bah, déjà, c'est des localités qui sont proches de l'océan. Et si tu veux, à l'époque, bah, il n'y avait pas forcément de moyens de réfrigération, hein, les frigos, congélateurs, autres, pour Ah, conserver les aliments. Donc, la méthode de poisson conservation des fumé. aliments, c'était le salage. Et Ouais, donc, ils arrivaient avec des niveaux de consommation de sel qui étaient démentiels. beaucoup de poissons fumés, notamment, je suppose. Ouais, bah oui, et les sauces soja et autres qui sont aussi riches en sel. Et ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que dans le monde, bah, c'était l'une des populations ou la population qui avait le taux le plus élevé d'AVC, notamment d'AVC hémorragique. Alors qu'on les vante souvent pour leur... comme quoi, tu vois, on les Ouais, bah vante c'est ça. souvent pour leur taux de... Bah, Tu sais en comment on appelle gros, ça? tu peux prendre en moyenne, peut-être qu'ils sont bons, mais si tu te fais des sous-groupes, bah, il y a des sous-groupes qui vont être très mauvais, tu vois. C'est un peu partout pareil, tu vois. C'est comme Je- la question de la consommation de produits laitiers et de fractures. On dit que c'est souvent dans les pays du Nord, mais si tu te bases sous des sous-groupes, tu vas retrouver ça, mais en moyenne, ces gens-là n'ont pas de problème. En fait, c'est des problèmes d'études écologiques. Mais bon, c'est autre chose. Donc, pour revenir au sel, si tu veux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont diminué leur consommation de sel pour arriver autour des 10 à 15 grammes en moyenne. Et la diminution du taux d'AVC et d'AVC hémorragique, ça a été de 80%. Ok. Donc, ils ont diminué de 80% leur taux d'AVC, AVC hémorragique, juste avec la diminution de sel. Donc, on voit Sur déjà combien de que temps, ça, du coup? bon, ça a Sur pris des combien de décennies, hein. C'est des temps? Ok. décennies, hein. C'est Et une leur taux politique publique qui a maintenant? été mise dans les années 70 et que tu retrouves des effets 40 ans plus tard, tu vois. Parce Enfin, que je sais qu'ils ont une politique de santé très stricte vis-à-vis de l'alimentation, enfin très, très stricte, et vis-à-vis de l'obésité aussi. Je crois que c'est un des pays où il y a le moins de taux d'obésité au monde, hein, je crois, le Japon même. ouais, mais les cohortes asiatiques ont des ratios aussi différents dans l'alimentation et tout, tu vois. Ce qui est intéressant, généralement, nous, on conseille de consommer, en tout cas, ce que tu vois en BTS, c'est entre 30 et 40 grammes pour cent de lipides dans ton alimentation. Aux États-Unis, c'est, je crois, 30% au moins. Et tu vois, dans les cohortes asiatiques, eux, et parce qu'on dit qu'aussi, il faut maintenir un certain niveau de pourcentage de lipides dans ton alimentation parce que c'est important pour les hormones et tout, quand même. Voilà. Dans les cohortes asiatiques, eux, ils se situent autour des 15%, tu vois, de lipides Ok, dans leur à peu près. alimentation. Donc, c'est ce qui est relativement faible, hein. Et Mm. après, ils ont plus de végétaux ou autres. Ils ont un niveau de glucides qui est beaucoup plus élevé. Donc, une partie de végétaux et de fibres aussi qui est un peu plus importante. Mais pour revenir ouais, au sel, si tu veux, ce qui est intéressant aussi, bah, c'est que ils avaient constaté dans ces cohortes qu'au final, et ce que tu peux voir aussi dans les K-dramas ou autres, pour les gens qui aiment bien les séries coréennes, ou japonaise, hein, pour bon, un style un peu plutôt similaire, c'est que eux, quand ils vont mentionner un type de cancer, bah, ça va être plutôt le cancer de l'estomac. Alors que nous, ça va être plutôt des cancers gastriques ou poumons ou autres, tu vois. Mais pourquoi? Parce que eux, c'est cancer colorectal, je veux dire. Pourquoi? Parce que eux, c'est plus élevé là-bas, le cancer de l'estomac. C'est l'un des cancers qui est le plus élevé. Pourquoi? Ouais, Parce qu'ils plus, ont une bah, consommation de sel qui est plus importante et en plus, la consommation de sel peut favoriser Helicobacter pylori qui lui aussi peut augmenter les risques de cancer digestif et donc ça fonctionne en synergie les deux pour augmenter les risques. ok. Donc c'est un peu embêtant. Et ce qui est intéressant et que moi j'aime beaucoup, en fait, c'est les études sur les populations migrantes, tu vois. Et donc au Japon, ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, il y a une partie qui a migré vers Hawaï et tout, donc il y a ou la Californie. Et tu as une population japonaise qui s'est implantée là-bas. Et dedans, on a constaté que quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu une diminution. Par rapport à l'époque, hein, aux années Seconde Guerre mondiale, donc on est dans les années 60, 70, donc au début de l'instauration de la politique publique, donc c'est des gens qui consommaient beaucoup de sel, hein. Donc c'est Ok. pour remettre un peu de contexte. Oui, oui, qui était à 40, 50 grammes. Ouais, on va dire entre 20 et 30 en moyenne, hein, parce que 20 et 30, ça a c'est été certaines localités qui étaient très très hautes, mais ok. c'est pas du tout 20 et 30 en moyenne, représentatif de la population. qui est quand Donc même entre 20 et 30. 4 Donc à 6, 4 à ils ont 6 fois migré. supérieur à ce qu'il faudrait, quoi. Ouais, et ils ont migré
aux États-Unis. Et en fait, il y a eu une diminution des AVC par rapport à la même population qui est restée au Japon. Donc là, ils ont la même génétique et tout. Mais en fait, le fait de venir aux États-Unis a fait que leur risque a diminué. Parce que pourquoi? Parce que l'alimentation, ils se sont adaptés aux coutumes locales. Et donc, l'alimentation est différente. Ce En qui est revanche, surprenant, parce que t'aurais pensé l'inverse, tu vois. Aujourd'hui, à notre époque, ah oui, non, mais c'est clair. je te dis, tu passes du Japon aux États-Unis, pour moi, tu perds dramatiquement en qualité nutritionnelle, tu vois. Ah oui, non mais C'est j'ai fou. pas fini là-dessus. Ah, Ils ont vas-y. eu une baisse des AVC de manière assez importante par rapport à ceux qui consommaient beaucoup de sel. Mais en revanche, ils ont eu une augmentation des risques cardiovasculaires parce qu'ils sont passés d'une alimentation qui était très faible en graisses saturées, autour des 6%, Ok. Ouais, à une alimentation qui il était y autour a des 26% de graisses ouais, il saturées. y a le Et revers donc de la là, ils ont eu médaille. une explosion du cholestérol sanguin et en fait, plus tard, il y a eu une explosion des maladies cardiovasculaires. En fait, pour te dire, ils sont passés du hareng fumé sauce soja au burger, Ouais, au c'est un peu ça hamburger l'idée. bacon cheese et boum. C'est Ouais. un peu ça l'idée. Et donc, en fait, il y a eu des inversions. Donc, ceux qui étaient restés au Japon avaient toujours un ensemble de maladies coronariennes qui étaient faibles, mais des AVC qui étaient très élevés. Alors que la population qui a migré, c'était l'inverse. Ils ont inversé les trucs. Pourquoi? Parce que les ratios alimentaires ou autres ont été modifiés. Donc, ça a eu un impact sur les résultats à long terme, les résultats durs, comme on dit. Et donc, les Parce que résultats durs, c'est ce qu'on retrouve dans les études épidémiologiques. on entend beaucoup parler souvent de génétique par rapport à ça et de la tolérance de certaines ethnies ou certains peuples à un type d'alimentation. Je pense notamment, j'avais entendu Anthony Berthoud à ce niveau-là. Tu vois qui c'est Anthony Berthoud ou pas? Oui, je vois très bien qui c'est. Ok. Et je te lance là-dessus ou pas du tout? Euh, je suis pas sûr parce il a une très très grosse aura, tu vois, donc Ok, s'attaquer à bon. lui, c'est pas Bon. forcément une très bonne idée. Mais je ne suis, Non, non, on va non, dire moi c'est il y quelqu'un. a- Non, moi c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien et que Non mais en soi, j'ai une il bonne est très sympa relation. ou autre, hein, tu vois, Donc il y a c'était pas de pas pour un problème. clash. Non, non, ce que J'allais je veux citer, dire, c'est il y a des trucs où je suis pas du tout en accord ok. avec Mais lui ou j'allais ses citer. propos ou Moi, tu sais voilà. comment je suis ouvert au débat. J'allais citer quelque chose qu'il a dit pour avoir ton avis. Mais si tu veux, je le fais pas. Oui, tu peux, hein, tu peux, mais il Non, y a pas, il y a c'était. des En trucs plus, où je suis c'est pas d'accord avec lui, pas. tu vois. Non, tu vas voir, c'est pas une grosse. Moi, je suis pas là pour mettre qui que ce soit dans la sauce. C'est pas une grosse polémique. C'est. Il parlait des Inuits et des oméga 3 par rapport à justement le fait que les Inuits ont une consommation importante d'oméga 3 d'origine animale, ce qui est assez logique, et que quand. Alors, je veux pas mal le paraphraser, mais je suis quasi sûr de moi, que quand les Inuits étaient exposés à une alimentation plus occidentale et que donc ils passaient d'une consommation d'EPA, DHA majoritairement à une consommation d'ALA, d'oméga 3 d'origine végétale, ils avaient beaucoup plus de difficultés à convertir ces oméga 3 qu'un occidental, dû aux particularités génétiques. Et il y a beaucoup de discours comme ça. J'ai cité lui, mais pour pas se concentrer sur lui, je vais t'en citer plein d'autres. Il y a beaucoup, il y a Delavier qui a pendant longtemps parlé que les peuples, par exemple, nordiques, toléraient beaucoup mieux le lactose que les peuples de Centrafrique, dû notamment à des particularités génétiques et des évolutions, hein, des adaptations. Donc en fait, ce que je veux, c'est pas que tu leur rentres dedans, c'est juste avoir ton avis vis-à-vis de ça. C'est ça qui m'intéresse et que pour les gens, tu vois, parce que j'aime contrebalancer les discours, parce que on est dans un monde, tu vois, où c'est toujours les extrêmes qui s'opposent. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien avoir ton avis, parce que je te donne beaucoup de crédit et je te vois vraiment comme un spécialiste. Souvent, les gens me disent qui suis sur la nutrition et je te cite quasiment tout le temps. Ouais, Donc, je te remercie beaucoup pour ça, hein, parce que j'ai bah, vu de nombreuses avec fois que tu m'as plaisir, hein, mentionné. honnêtement, c'est mérité. On le voit dans ton discours que voilà, t'as pas des arguments et tout ça. Et justement, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel c'est vrai, j'ai mon avis, mais sans avoir du tout la vérité absolue et sans trop savoir me placer. Donc, j'ai envie d'avoir ton avis publiquement sur ce sujet. Est-ce que la génétique et l'endroit d'où l'on vient, l'ethnie, l'évolution, l'adaptation, ça joue sur ce que l'on peut tolérer ou ce qui peut être plus ou moins bon pour nous en termes d'alimentation? Oui, c'est le cas. Il y a Ah, forcément tu vois? des adaptations. Tu vois? Mais Il n'y a pas de clash, après, tu vois? non, 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 non. Là-dessus, il n'y en aura pas spécialement, tu vois. Non, mais c'est Après, pas le but, c'est pas le but. après ce qui est
intéressant, tu vois, tu parles des Inuits, eux, ils ont Oui. une particularité, hein, vraiment, ce qu'on appelle le gène du variant arctique. Ok. Donc, c'est-à-dire que toute la population arctique les Inuits, hein, Groenland, au Canada ou autre, enfin, tous Groenland. ceux qui sont Groenland, attention à ce que tu dis en ce moment. ouais, ouais, mais si tu veux, eux ont vraiment, c'est 98% de la population a ce gène, tu vois. Enfin, et c'est vraiment le truc, s'il y a une modification génétique au terme du globe par rapport à ce que l'endroit où tu vis, bah, c'est eux qui ont eu l'impact le plus fort. Ok. Et Et qu'est-ce qu'il induit? Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. cette particularité, en fait, c'est CPT1A1. En gros, c'est une capacité, pour faire simple, c'est au niveau du foie notamment, c'est d'utiliser les acides gras pour fournir de l'énergie. Tu vois, c'est là-dessus. Donc, au lieu tu vois, quand tu consommes beaucoup de lipides, on parle du régime cétogène, tu produis des cétones, des corps cétoniques, et c'est ça qui va te produire de l'énergie Oui. en shiftant, tu vois, par rapport au métabolisme des glucides. Donc quand on parle de régime cétogène, souvent on fait référence à eux. Sauf ce qui est intéressant, c'est que les Inuits, parce que on dit eux, ils mangent depuis des millénaires plein de lipides et ça va très bien. Sauf que cette modification génétique fait qu'ils ne produisent quasiment pas de corps cétonique. Ok. Donc, ils ont beau avoir, de manière ancestrale, parce que maintenant c'est plus le cas, hein, mais avoir un niveau de consommation de lipides très important, de protéines. Tu veux dire c'est euh, plus le cas parce qu'ils subissent ouais, la l'alimentation, mondialisation. oui, c'est ça. Et là, Et donc, ils vont bientôt avoir des McDo chez eux hein, qui se préparent. Putain. de ce fait, si tu veux, ils produisent quasiment pas de corps cétonique et ils fonctionnent différemment de tous les autres personnes du globe. Ok. Et cette particularité-là, c'est en fait sur notamment les acides gras chaîne longue qui ne peuvent pas être convertis en corps cétonique. Je crois que c'est ça, hein. Parce que, en gros, c'est sur les mitochondries, c'est une protéine de transfert pour la mitochondrie où ça devait former des corps cétoniques, mais ça se fait pas. Ok. Et ce qui se passe, c'est que donc ils produisent très peu de corps cétoniques et donc ne peuvent pas rentrer en cétose. Et ces gens-là ont des spécificités, notamment quand ils sont bébés ou très jeunes, de devoir manger régulièrement parce qu'ils ne peuvent pas supporter le jeûne. Le jeûne, comme nous on pourrait l'avoir, hein. Tu fais un jeûne, tu vas passer en cétose, tu le vis très bien. Tu peux pas manger pendant 24-48 heures, tu vas pas en mourir. Alors que eux, quand ils étaient jeunes, plutôt Faut avoir enfants, chute de 24-48. tension, baisse de glycémie et tout ça, Ouais, important. bah c'est ça. Donc, ils pouvaient en mourir, tu vois, de ce phénomène-là. Donc, eux, ils ont une adaptation particulière qui fait qu'ils pouvaient très bien tolérer des quantités de lipides très importantes dans l'alimentation sans passer en cétose. Donc, de là, on peut dire que le régime cétogène, si une population était la plus adaptée pour suivre un régime cétogène, c'était certainement elle. Elle a subi une modification génétique qui fait qu'elle ne rentre quasiment pas en cétose et donc ne correspond pas au régime cétogène qu'on parle. Donc tu vois, déjà de ce fait, je trouve assez intéressant Personne, de voir personne sur Terre ne veut du régime cétogène. bah, de manière physiologique, c'est l'impression que ça donne. C'est plutôt un mode de survie, le régime cétogène. Et c'est pas fait pour, a priori, vivre toute ta vie comme ça. Ça aurait des En tout implications cas, en tout santé cas, sur la long terme. voilà, ça optimise pas la physiologie contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc ouais, donc là-dessus, je trouve que c'est intéressant les Inuits et leur vie. Et eux, de manière aussi, les données qu'on a sur les populations qui étaient acculturées, ils avaient quand même, par rapport aux autres cultures de chasseurs-cueilleurs, des niveaux de cholestérol qui étaient plus élevés et assez pour développer des plaques d'athérosclérose. Donc leur cholestérol était suffisamment haut quand même pour avoir un début de formation de plaques et donc certains pouvaient être sujets à des événements cardiovasculaires. Alors que pourtant, ce sont des ethnies qui consomment très peu qui consomment principalement du poisson, hein, des produits venant de la mer. Tout à fait, mais c'est peut-être lié aussi à leur particularité génétique, tu vois, qui Hein, fait. parce qu'ils consomment très peu de graisses saturées, je pense. Bah maintenant, Pas je pense que c'est maintenant. mort, mais à Pas l'époque, ouais. maintenant. Ils Mais vont ils avoir avaient McDo, assez. KFC, Mais Burger King qui après, vont se ramener. c'est minoritaire, tu vois. Il y en avait assez pour en développer, mais ça ne veut pas dire que la population avait un niveau qui était très élevé. Mais ça veut dire que certaines personnes étaient en mesure quand même de faire des événements cardiovasculaires. Donc certaines devaient avoir des particularités par rapport à d'autres, ou en tout cas peut-être le régime qui devait différencier, tu vois. Mais pour ça, il aurait fallu capter
il fallait capter toutes les différences et faire des analyses plus approfondies, ce qui à l'époque n'était pas forcément non plus le cas, tu vois. Mais est-ce que le fait qu'ils aient développé cette particularité génétique vis-à-vis d'habitudes alimentaires liées à des siècles, des millénaires d'habitudes, est-ce que c'est une exception ou est-ce que ça se confirme chez d'autres peuples, par exemple, Celui-là, c'est une exception. Ce gène-là, c'est vraiment sur les personnes inuites, ou en tout cas, je sais plus, ils ont un autre nom mais à aussi, l'échelle de l'homme, non, parce que ouais, mais finalement, vraiment, c'est localisé sur eux. Mais chaque population a des variants voilà, génétiques, hein, tu vois, entre les noirs et les blancs. Par exemple, c'est ça qui est il intéressant. y a des modifications sur des gènes, mais tout le monde, hein, même si on partage une même localité, tu vois, au niveau européen ou autre, tu peux avoir des disparités quand même plus ou moins importantes. En plus, tu as aussi d'autres facteurs liés à l'épigénétique. Par exemple, ouais, entre les noirs et les blancs, il y a des différences sur le métabolisme du cholestérol. Les noirs ont souvent un taux de cholestérol qui est plus bas que chez les caucasiens blancs, tu vois. Ok, ok, Donc très bien. pourquoi? Parce qu'ils ont une génétique qui est un peu plus avantageuse sur PCSK9 ou autre, qui fait que naturellement, ils ont un taux qui est un peu plus bas. Donc, et ils sont moins sensibles aux graisses saturées, au cholestérol que nous, blancs caucasiens, tu vois. En tout Donc, cas. moins de risques de base d'avoir des événements cardiovasculaires liés au cholestérol en tout. Ouais, bon après, si tu as une alimentation délétère, tu peux Bon, rattraper le truc, mais de base, oui. malheureusement, si tu vis au centre de New York entre Burger King, McDo et KFC, ça va pas se Ouais. vérifier. Donc, Bah, mais ouais, moins, de remarque, base, si, toujours moins que le blanc caucasien, du coup. oui, bah oui, oui, oui. Toujours Mais de moins. base, ouais, ils ont moins de risques, en tout cas, que les blancs, tu vois. Donc, tu Voilà, as des particularités génétiques, hein. c'est intéressant. Est-ce que tu crois que c'est une probabilité, attention, je fais de la science-fiction, que du coup, dans un millier d'années, 2000 ans, 3000 ans, si on est encore là, le corps humain s'adapte justement à cette surconsommation de sel, d'acides gras saturés, etc. Est-ce que c'est une possibilité ou pas? Est-ce que c'est des choses qui sont étudiées ou pas du Non, tout? je pense pas, tu vois. Peut-être hein, que ce sera le cas, mais j'ai pas l'impression qu'on en prend la direction, tu vois. Il faut quand même assez survivre assez longtemps pour transmettre des gènes à une descendance et à l'allure où ça va, on est quand même sur un déclin de la fertilité ou autre et certainement lié à l'alimentation et je pense pas que ça va s'inverser la tendance, tu vois. Je pense que c'est plutôt, on est en train de creuser, l'humanité est en train de creuser sa propre tombe avec l'environnement et l'alimentation qu'on se crée. Ouais, c'est pas gay, mais je suis d'accord. En ce moment, j'ai... Donc ouais. voilà, tu vois, et les gens en plus font des enfants de plus en plus tard, ce qui complique encore les problèmes de fertilité. Je pense qu'on va dans une très mauvaise direction. Bon, est-ce qu'on termine sur ce mot pessimiste ou est-ce que tu as quand même quelque chose peut-être d'optimiste à dire à la fin? Un conseil à donner aux gens? Quel est le principal... Tiens, on peut terminer par ça, parce qu'on est à plus de 2 heures là. Quel est le principal conseil du coup que tu donnerais aux gens aujourd'hui pour... T'inquiète, je vais préciser parce que sinon c'est trop large, mais j'ai une idée en tête. Pour se repérer, c'est ça ma question qui n'est pas plus facile, pour se repérer dans tout ce foutoir un peu qu'est Internet et justement sur l'information, la bonne information, ou du moins celle qui est saine, tu vois, celle qui est la plus saine. Comment les gens peuvent se repérer quand ils entendent des conseils sur la nutrition? Comment tu fais aujourd'hui pour te repérer? Moi, j'ai plus la réponse à cette question. Est-ce que toi, tu l'as? Je n'ai plus la réponse, tu vois, je ne sais plus. Non, c'est devenu de plus en plus compliqué, hein. Pour moi, le plus simple, c'est clairement d'éteindre les réseaux sociaux et de se déconnecter de ce milieu-là, ou en tout cas ne pas aller dans le domaine de la nutrition. C'est très dur de faire la part des choses, et même quand parce que déjà, il y a de plus en plus de personnes qui se veulent evidence-based et vont mettre des études, mais ils ne savent pas lire les études. Les gens qui écoutent ça ne vont même pas aller voir les études. Tu peux mettre n'importe quoi, même sans rapport. La plupart des gens ne vont même pas voir le poteau rose. Et
Et après, les gens s'accordent plutôt sur le narratif. Donc, en fait, si tu es très bon dans le storytelling, que tu arrives à bien vendre ça avec un minimum de logique, les gens vont pencher là-dessus plutôt que le mec qui a un discours cohérent basé sur la science et qui a fait ses preuves, tu vois. Donc, c'est toute la difficulté. Donc, pour moi, je pense que les gens devraient s'intéresser à tout ce qui est biais, psychologie, les biais psychologiques qu'on peut avoir. Notamment, il y a un très bon livre de Séverine Falkovitch sur l'esprit critique que les gens devraient se procurer pour améliorer ça et donc avoir un peu plus de discernement sur les réseaux sociaux. Mais globalement, c'est devenu très compliqué, tu vois, même pour moi de conseiller ça. Je vais conseiller des personnes et j'aurais dit à ces gens de ne suivre que ces personnes et ne pas aller écouter ailleurs. Mais les gens n'écoutent pas, ils vont aller écouter ailleurs et après ils vont se dire, ah ouais, j'ai écouté ça et tout, t'en penses quoi? Mais en fait, ça fait, je le répète 20 fois, 30 fois dans le mois, peut-être, ou à l'année, tu vois. Et tu es encore à me poser la question, pourquoi? Parce que tu as allé écouter des gens qui ont un discours totalement à l'opposé des recommandations, mais il a un bon storytelling et te l'a bien vendu et ça t'a mis le doute. Alors qu'avant, tu n'avais pas de doute, parce que tu as écouté les bonnes choses, tu vois. Mais tu vois, c'est toute cette difficulté-là. Les gens, ils ont envie de se confronter à d'autres informations pour se dire, oui, open-minded. C'est important d'avoir les échos d'autres choses et tout. Oui, mais bon, le problème, c'est que la diffusion de conneries est déjà beaucoup plus virale et plus importante. Et après, quand tu vas écouter des podcasts aussi, par exemple, je pense à 1000% podcast, parce que j'ai fait la story là-dessus, et ça va te faire un peu réagir. Et eux, ils se sont dit, oui, mais ouverture d'esprit, on essaye de faire parler les voix qui contrebalancent le discours classique et tout. Mais quand tu regardes tous leurs invités, en fait, c'est plus des invités qui ont des discours plutôt marginal par rapport à ce qui se fait dans la science, dans la réalité, dans les recommandations. C'est la majorité de gens comme ça qui interviennent et qui viennent balancer leurs trucs sans Ouais. source pour s'appuyer. Et Après, après, il y tu a as quelques... quelques personnes qui Ouais. suivent en fait les recommandations et tout et qui vont intervenir. Mais ces gens-là, en fait, ils deviennent presque marginaux par rapport à ces Ouais, gens qui, à la base, sont des marginaux, ouais, tu c'est vois. devenu ça sur ça. C'est devenu totalement ça. Alors En qu'au fait, il faudrait au un départ, plateau, tu vois. au lancement, c'était pas ça. Mais là, Non, c'est mais, devenu ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit non totalement parce que j'ai dit non parce qu'il y a eu des invités. J'ai dit non, mais si j'ai vu que ça partait en vrille il y a quelques années, déjà, j'avais dit non. mais sur plein de podcasts, en Ça fait, devient... ce que Parce que veulent les c'est... gens, c'est une communauté soudée. Souvent, c'est un même type de personnes qui auraient plus tendance à être un peu dans le genre un peu complotiste ou autre. Tu Oui, vois, oui, oui. c'est toujours dans cette faction-là. Et ces gens-là, en plus, c'est des durs, tu vois. Quand ils sont convaincus, ils vont soutenir à fond, ils vont être tout le temps derrière, tu vois. Alors que les gens qui sont plus modérés, qui sont plus dans la nuance et tout, ben, ils sont moins à être communautaires, à venir défendre ou autre, Oui, mais on ils est aiment écouter, ouvert mais tu les d'esprit. vois moins, tu vois. Et c'est ça la difficulté. Et donc les gens, bah, ils vont plutôt s'attacher à des personnes qui sont là, qui peuvent leur donner de la visibilité, et qui vont partager, qui vont communiquer à fond dessus, plutôt que les gens qui sont nuancés, qui aiment bien écouter, mais qui sont moins dans dans la retransmission à d'autres personnes, tu vois, C'est qui ont vrai. moins l'effet Ouais, communautaire. ouais, ça Et devient c'est des vraiment ça qui est militants. embêtant. Ça devient vraiment des militants, quoi. Militants pour leur Ouais, c'est cause. ça. Donc, ouais, c'est toute la difficulté. Et en vrai, ce qu'il faudrait, c'est genre des débats, mais ce qui serait intéressant, que ce soit représentatif. Donc, si tu as une personne qui est un peu marginale comparé à un truc qui, tu vois, pour le LDL cholestérol, ils ont fait intervenir plein de gens qui disent que c'est pas important et tout, que c'est pas trop grave, les graisses saturées, machin, patati patata. Mais quand tu regardes, euh, d'un point de vue science, on arrive quasiment, on a dit que le LDL est causal, tu vois, on a réussi à dire que le LDL cholestérol est causal. Donc c'est hyper dur d'avoir un ensemble de données qui te permettent d'arriver à dire que le LDL cholestérol est causal ou qu'un truc est causal hein, dans l'alimentation, hein. C'est vraiment hyper dur, hein. Parce que ça demande énormément de données, de recherche, de personnes, de suivi. Donc c'est très compliqué. On arrive à le faire. Et tu as toujours des études contradictoires, mais en fait, ces gens-là se basent sur ces études contradictoires et ils sont mis en avant. Alors que si tu fais le ratio, par exemple, ce serait 1% de ces personnes-là et 99% d'autres personnes qui te disent que c'est causal. Sauf qu'on fait intervenir les 1% de là. Et donc, si tu fais intervenir les autres de temps en temps, bah, tu as l'impression qu'en fait, c'est 50-50, tu vois. Donc, ouais, bah, ça se trouve, c'est pas le cas, mais on sait pas trop, tu vois. Mais si, on le sait très bien. On le sait très bien, sauf que C'est de les gens la, mettent en avant des personnes qui sont des avis marginaux. c'est de la manipulation d'opinion, un petit peu comme le fait la...
C'est la ça. télévision à longueur de temps, tu vois. Je vois la télévision sur les débats politiques, ils appellent ça des débats, mais ils invitent 10 mecs qui est pour un truc et un seul qui est contre l'autre truc, tu vois. Ah, mais c'est T'es ça. à 10 contre 1, c'est plus un débat. Quand tu es à 10 contre 1, c'est un lâchage. Et souvent, là, ce que tu démontres, c'est ça, en fait. C'est que t'as pas d'ouverture d'esprit et de vraie liberté de ton, en fait. C'est qu'il y a un parti pris qui est celui du buzz et de la dissidence pour arriver à faire un maximum de vues, quoi. C'est tout. Bah après, tu as des implications, est-ce que les gens ne remarquent pas, mais financières ou autres, hein. Tu regardes pour mille pour Effectivement. cent, ouais, je pense à eux, mais ils ont fait souvent intervenir David Nicolas, mais le mec est sponsor qui est la marque Féroce, là, qui est pour les graisses Ah, saturées, je que vois les pubs le partout. Ouais. cholestérol n'est pas très grave, tu vois, mais le mec, il est sponsor de 1000%, donc en même temps, tu vois, il y a ces intérêts là, derrière, financiers, parce que eux peuvent donner un code promo à leur communauté, et donc... tu vois, c'est tout ce truc-là, tous ces cheminements derrière que les gens ne captent même pas, mais parce qu'ils disent, ouais, mais c'est des gens qui sont plutôt de bonne foi. Oui, mais c'est peut-être le cas, mais il y a aussi l'intérêt commercial derrière qui fait que tu peux pas exclure que il y a quelques biais qui font qu'ils vont tendance à privilégier ce discours-là et à entretenir plutôt qu'aller à l'inverse, parce que s'ils viennent à inviter plus de personnes qui te disent que c'est pas bien, bah quel est l'intérêt de maintenir un partenariat avec quelque chose qui est pas bien pour la santé? C'est vrai. C'est vrai. On va terminer là-dessus. Je te remercie. On a fait Mais avec plaisir, plus de 2 heures. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Ça pourra nous permettre de faire un prochain épisode sur des tout à sujets fait. qu'on n'a pas traités ou des questions. Voilà, je vous dis merci à tous. Je te remercie encore une fois et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À plus. À bientôt, je passerai faire un tour si c'est sur YouTube, hein, ça va être sur YouTube, Ouais, j'imagine aussi. YouTube, je te Donc mettrai j'irai un... voir les questions, s'il y a des questions, j'y répondrai, hein. Allez, super, je te mettrai un collab et on mettra tes réseaux juste en dessous. Super. Ciao. Ouais, ciao.